101 et 103.2. On va partir non seulement avec... Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre grande édition spéciale quotidienne sur ETV, mais aussi en radio sur EFM RTL Guadeloupe en simultané. C'est notre rendez-vous avec vous pour traiter chaque jour de l'actualité de cette gestion de crise du coronavirus dans notre archipel, avec vos appels au 05 90 32 80 80. Beaucoup d'invités aujourd'hui encore. Nous serons en ligne avec le directeur départemental de la Poste, David Harlé, à la veille du rush du versement des prestations sociales. Au sommaire également, cette belle initiative à saluer, ces deux jeunes qui distribuent depuis le début de cette semaine des visières de protection au personnel soignant, un geste citoyen puissant qui mérite d'être mis en avant. William Garcia, alias DJ Wheeler, et le restaurateur Charles Desvarieux, qui ont monté cette opération, seront avec nous. Les pharmaciens guadeloupéens ne sont pas contents, mais alors pas du tout. L'ARS les tourne en bourrique. Ils en ont marre des règles qui changent tous les jours. Nous appellerons Ingrid Lefort, la coprésidente de leur syndicat. En deuxième partie d'édition, ne ratez surtout pas le coup de fil que nous passerons au préfet de région, Philippe Gustin. Il s'agira notamment de faire le point avec le représentant de l'État sur cette première nuit de couvre-feu général en Guadeloupe. La parole enfin à nos parlementaires sur la gestion de cette crise. La sénatrice Victoire Jasmin répondra à nos questions dans la dernière ligne droite de notre session d'information. Voilà notre sommaire du jour. Soyez les bienvenus. Nous accueillons d'abord le directeur départemental de la Poste en Guadeloupe, David Harlé. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour à tous et bonjour à tous vos auditeurs. Merci de vous être rendu disponible pour nous, donc en direct sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. La Poste se prépare au grand rush du versement des prestations sociales, avec une certaine appréhension ? Oui, une certaine appréhension parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous avons une mission essentielle à rendre en cette période et nous avons construit un dispositif qui doit nous permettre de rendre satisfaction à tous les publics. Justement, quel sera ce dispositif ? Alors, nous allons la semaine prochaine ouvrir 22 bureaux de poste. La liste a été diffusée dans la presse et le sera encore d'ici la fin de la semaine, qui permettront de 7h30 à 12h30 de venir retirer des espèces. Alors, pourquoi je dis retirer des espèces ? Parce que nous limiterons la semaine prochaine nos opérations au seul retrait d'espèces. Alors, dépôt d'espèces pour ceux qui auraient à déposer, mais ils seront minoritaires, mais dans la très grande majorité, retrait d'espèces au guichet. Sachant que de façon exceptionnelle, les prestations sociales qui concernent plusieurs dizaines de milliers de Guadeloupéens vont être créditées sur les comptes dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril. Donc avec 2 jours d'avance. Oui. De sorte que la majorité des allocataires pourront, via leur carte de paiement ou de retrait, parce que 70% d'entre eux sont dotés d'une carte de paiement ou de retrait, venir dans nos DAB dès la fin du couvre-feu, dès 5h du matin, samedi matin, retirer le montant de leur prestation sociale avec 2 jours d'avance. Pour ceux qui ne le pourront pas, et uniquement pour cela, nous serons à leur disposition avec nos chargés de clientèle dans les bureaux de poste pour leur rendre cette prestation, leur donner de l'espèce dès lundi matin. Oui, évidemment, j'imagine que moins il y aura de monde au guichet, plus vous serez content. Oui, c'est la raison pour laquelle, de façon exceptionnelle, nous suspendons la semaine prochaine à nos guichets un certain nombre d'opérations. Nous ne réaliserons pas d'opérations de paiement de facture, efficaces ou autres. Nous ne réaliserons pas non plus d'émissions de virement Western Union. Ce sont des opérations qui sont relativement chronophages, elles peuvent prendre plusieurs minutes, et si nous les réalisions,
nous ne serions pas en capacité de distribuer totalement l'espèce qui est notre mission essentielle de service public. Donc les contacts ont été pris par exemple avec des organismes de HLM, avec les bailleurs sociaux pour les prévenir, de façon à ce qu'ils fassent preuve de bienveillance vis-à-vis de leur public qui souhaiterait par exemple régler leur loyer dans la continuité, dans la foulée de la réception de leurs prestations sociales. Mais la semaine prochaine, dans nos bureaux de poste, nous ne réaliserons que les opérations qui tournent autour de l'espèce. Pour les paiements des factures, alors comment ces publics vont faire ? Alors, pour le paiement des factures, il est conseillé de revenir à partir de la semaine qui suit. Très bien. Ceux qui, bien évidemment, ne pourraient trouver un autre mode de paiement, parce qu'il existe de nombreux modes de paiement de ces prestations. C'est vrai. Et le cas que je vous cite concerne des gens qui seraient monodétenteurs de livret A et qui auraient l'habitude de payer leurs factures exclusivement en espèces. 22 bureaux de poste ouverts. Sur combien au total ? Rappelez-nous ça. Nous avons en période normale, quand je compte tout, c'est-à-dire tous les tout petits, les agences postales que nous avons 60 points de contact. Donc vous voyez ce que ça représente de passer de 60 à 22. Alors bien évidemment, les 22 ouverts sont les plus gros. Puisque vous retrouvez Pointe-à-Pitre, Bergevin, vous retrouvez Bémao, Basse-Terre, Trois-Rivières, Petit-Bourg, Capesterre, Sainte-Rose, les habitants Pointe-Noire, les Abîmes, le Gosier, le Moule, Mornalo, Port-Louis, Sainte-Anne, Saint-François, et je devrais vous parler de la Désirade de Saint-Martin, de Gustavia à Saint-Barthélemy, de Grandbourg à Marie-Galante, de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas. Donc vous voyez, on a quand même un maillage qui est extrêmement fort, qui fait que tous les Guadeloupéens sont à moins de 20 minutes en voiture d'un de ces points de contact. Et donc quand on regarde l'analyse fine qu'on a fait des prestataires que nous avons commune par commune, nous nous mettons en capacité de servir tout le monde. Mais si j'ai un message à passer, d'abord pour ceux qui peuvent ne pas venir, c'est ne venez pas. Ne venez que pour une opération qui est vraiment indispensable. Respectez le confinement. Et si vous êtes obligé de venir, vous serez servi. Mais attention, respect des gestes barrières, 1 mètre minimum dans les files d'attente, s'il y a file d'attente. Munissez-vous de votre propre crayon. Si vous avez un document à signer, c'est préférable. Et si vous avez à utiliser un DAB, munissez-vous de gants jetables si vous en avez. Si vous n'en avez pas, dans le quart d'heure qui suit l'utilisation du DAB, lavez-vous les mains à l'eau et au savon. De le rappeler. Donc le tiers de vos bureaux qui seront ouverts, il y aura quand même de l'insatisfaction, vous en doutez. Eh bien écoutez, je ne sais pas s'il y aura de l'insatisfaction. En tout cas, nous mettons tout en œuvre pour qu'il n'y en ait pas. Le dispositif que l'on met en œuvre est inédit parce que, certes, nous avons moins de points de contact ouverts que d'habitude, mais nous allons autoriser beaucoup moins d'opérations. Donc quand on fait le compte de nos ressources humaines disponibles, et je tiens vraiment à saluer les centaines et les centaines de postiers qui restent sur le pont avec leurs managers pour garder nos établissements ouverts, nous sommes en capacité de faire face à l'intégralité de la demande d'espèces liée aux prestations sociales. Personnels au contact du public sont évidemment très exposés. Tout est prévu pour leur protection ? Alors, écoutez, l'ensemble de nos bureaux de poste ouverts seront équipés de parois en plexiglas transparentes, telles que vous en trouvez aujourd'hui dans d'autres formes de commerce en Guadeloupe. L'ensemble de notre personnel a également à disposition tout le matériel, que sont les masques, que sont les gants jetables si nécessaire. Nous procédons également à des nettoyages renforcés de nos bureaux de poste, et pour la période des prestations sociales, nous faisons en plus intervenir une entreprise qui est la même que celle qui intervient dans d'autres secteurs, je pense au CHU, pour effectuer des entretiens et de la désinfection de façon très poussée.
Que conseillez-vous donc au public concerné par les prestations dont on parlait tout à l'heure? Alors je conseille au public, s'il a une carte de paiement, tous ceux qui ont une carte de paiement, une carte de retrait, vont recevoir un SMS entre vendredi soir et samedi matin, leur disant en substance: vos prestations sont disponibles sur votre compte, et pour ceux qui ont utilisé leur carte de paiement de retrait dans les mois passés à un DAB, il y aura ajouté: vous pouvez vous rendre immédiatement vers le DAB. Donc moi, ce que je serais tenté de conseiller, c'est bien évidemment de se rendre plutôt dans un DAB, de pas forcément le faire samedi matin à la première heure, parce qu'il pourrait y avoir des phénomènes d'attente, y compris devant les DAB. Et puis pour ceux qui vraiment n'ont pas de carte de paiement et sont obligés d'aller voir un chargé de clientèle pour obtenir de l'espèce, de le faire à partir de lundi. Nous sommes mis en configuration de pouvoir rendre ce service de la meilleure façon qui soit à l'intégralité de nos clients concernés. Période difficile, David Herlet, on le devine, pour la Poste. Quel premier bilan faites-vous de cette gestion de crise au niveau de vos services? Écoutez, le premier bilan, c'est d'abord de protéger nos postiers, vous vous en doutez bien, parce qu'ils sont nombreux, hein. Nous sommes 1250 sur l'île, et nous avons de nombreux métiers qui induisent un contact avec la population. D'ailleurs, nous en sommes fiers. Donc, nous avons, comme toutes les entreprises, à faire face à un taux d'absence important, hein. Nous avons, selon les métiers, selon les endroits, une fraction significative de notre personnel qui est absent, hein, pour tous les motifs qui existent, et nous nous organisons en conséquence sur le reste, c'est-à-dire que sur le courrier, nous maintenons 3 distributions par semaine. Je dois d'ailleurs vous dire que le trafic courrier est en très nette diminution, puisqu'il y a très peu d'avions, hein, qui nous relient aujourd'hui à la métropole, donc le trafic courrier colis a fortement chuté, mais néanmoins nous maintenons ce lien. Nous répondons aussi à la demande des mairies, de certain nombre d'acteurs, de maintenir du lien social. Nous allons distribuer par exemple des courriers de devoirs pour les enfants dans certaines zones assez mal couvertes par Internet. Nous répondons également à la demande des maires pour des prestations à délivrer auprès de personnes âgées par exemple, ou de livraison de repas. Tout ça bien évidemment en maintenant les barrières de protection qui sont absolument indispensables. Donc je crois qu'il est important de garder ce lien avec la population, d'aussi contribuer à ne pas couper complètement l'économie tout en protégeant nos postiers. Et puis sur le réseau, nous gardons également ce contact, en particulier avec les clientèles les plus fragiles. Nous sommes ouverts en permanence, même si nous ne sommes ouverts que le matin, nous sommes ouverts en permanence du lundi au vendredi dans les 22 points qui sont cités, et nous réalisons également tout le conseil bancaire à distance avec nos conseillers disponibles. Ou de droit de retrait, c'est ça? Alors non, nous n'avons pas eu de droit de retrait. Je dois souligner que nous avons en Guadeloupe un niveau d'échange, en particulier avec les secrétaires départementaux de nos organisations professionnelles très riche, et nous partageons, hein, tout ce que je vous dis là, je le partage avec eux. Je l'ai d'ailleurs partagé avec certains d'entre eux ce matin avant de vous parler, et je dirais qu'il y a plutôt, au-delà de cette notion commune d'à la fois protéger nos postiers et rendre les missions de service public absolument indispensables à la population, il y a une volonté commune d'aller de l'avant. C'est que c'est pas facile pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Le premier message, c'est restez chez vous tout le temps. Ne sortez qu'en cas d'absolue nécessité, et puis on essaie de faire le dos rond, de contribuer quand même au lien social et au maintien de certaines activités économiques, parce que c'est important et qu'il faudra déjà dans quelque temps nous projeter sur l'après. Un point pour terminer sur la distribution du courrier, vous en avez parlé très rapidement, c'est un jour sur 2, un jour sur 3, comment ça se passe? Écoutez, en fait ça dépend de ce que l'on reçoit essentiellement. On a mis une organisation qui fait qu'on travaille dans nos établissements par équipe, de façon à alterner, à éviter une trop grande promiscuité qui ne permettrait pas de respecter les gestes barrières. Mais une fois ce problème-là résolu, maintenant c'est surtout un sujet de distribution. Nous n'avons pas de reste, hein. Nous n'avons quasiment pas de reste, grosso modo, retenez que la distribution se fait un jour sur 2.
Très bien, parfait. Merci à vous, David Herlé, d'avoir répondu en direct à nos questions sur ETV et EFM RTL. Merci beaucoup. Merci, à votre disposition. Parfait. L'actualité en direct sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Nous la prenons à l'instant. Patrick Caram, qui était donc en direct avec nous il y a quelques jours, vient d'annoncer qu'il démissionne de la vice-présidence du Conseil régional d'Île-de-France. Donc il annonce cette démission et parallèlement il indique qu'il lance une action en justice contre l'ARS d'Île-de-France. Patrick Caram est en ligne avec nous en direct. Bonjour Patrick Caram. Oui, bonjour. Que s'est-il passé depuis avant-hier pour vous mettre dans cet état ? Il n'y a pas d'état. J'ai décidé d'engager une action en justice sur le modèle de ce qu'ont fait les syndicalistes guadeloupéens. Et qui ont d'ailleurs qui a porté ses fruits auprès du tribunal administratif. Donc j'ai décidé de lancer une action en justice contre l'ARS et contre la PHP en leur demandant un certain nombre de choses. Et pour être cohérent et pour ne pas mettre en difficulté la présidente de région et l'exécutif régional, j'ai décidé de démissionner de la vice-présidence du Conseil régional d'Île-de-France. Alors, bien évidemment, je continue à faire le court terme. Je me dégage des masques parce que c'était mes réseaux qui faisaient venir les masques ici, les masques les plus les meilleurs et les transporteurs. Je me dégage de ça et j'ai transmis le flambeau au cabinet de la présidente. Je continuerai à travailler pour accueillir des gens du Covid de manière intermédiaire, de manière intérimaire sur nos îles de loisirs, mais j'ai décidé de me dégager de toute responsabilité et je vais donc présenter ma démission. L'audience, j'ai lancé donc un référé. Un référé parce que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que les plus faibles sont les plus impactés par les multiples défaillances de l'État et de ses bras armés. J'ai donc engagé un référé devant le tribunal administratif pour demander à la RS et la PHP d'assumer dans les plus brefs délais leur mission première, c'est-à-dire la mise à disposition Patrick Caram. Tous, et pas simplement des soignants, de masques, la mise en place de tests de détection en nombre suffisant pour que les gens, on puisse confiner les malades qui ignorent leur contagiosité, l'achat massif de respirateurs et la mise à disposition de tous les traitements possiblement curatifs. L'audience est prévue vendredi 3 avril, c'est-à-dire demain. Et quoi qu'il arrive, même si le tribunal administratif ne décide de ne pas nous suivre, je poursuivrai mon action. Je vais créer avec les élus un collectif et il faut avec tous les élus, nous partions à l'assaut de cette citadelle aujourd'hui qui montre cette défaillance. Parce que nous, en Île-de-France, et moi-même personnellement, j'ai montré qu'on pouvait trouver des masques. Le fait que l'État nous interdise de prendre des masques, dans un premier temps en nous disant vous n'avez pas le droit d'acheter des masques, je vais les réquisitionner. Et puis depuis la semaine dernière, il nous dit oui, vous pouvez prendre des masques, mais vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 5 millions de masques par trimestre. Alors qu'on a besoin de masques, l'État nous impose de ne pas en acheter plus que 5 millions par trimestre, ce qui est totalement insuffisant. La PHP, c'est 100 000 masques par jour. Comment on peut imposer à la région de ne pas agir alors même que des gens meurent en raison de l'incurie de l'État? Je prends donc ma liberté, je prends donc ma possibilité de pouvoir m'exprimer librement et je démissionne en conséquence de la vice-présidence du conseil régional. Je reste le conseiller régional et c'est en tant qu'élu de l'Île-de-France que j'attaque effectivement les bras armés de l'État. Donc vous transposez, qu'on comprenne bien en clair, l'action menée par l'UGTG en Guadeloupe à Paris, donc contre l'ARS d'Île-de-France et de Paris et la PHP. Absolument. J'ai trouvé que ce qu'ils avaient fait était remarquable. Et ils avaient montré là un sens aigu des responsabilités. Et je salue l'avancée qu'ils ont obtenue. Eh bien, nous suivons les mêmes traces et nous utilisons le concept constitutionnel qui est celui qui avait été mis dans la Constitution par Nicolas Sarkozy, le
principe de précaution. C'est un conseil constitutionnel, c'est un principe constitutionnel. Et c'est au nom de ce principe constitutionnel, comme au nom de l'égal accès de tous à la santé, que je le fais. Parce que vous savez bien que si nous avions... Vous savez bien qu'il y a des gens qui ont des masques. Et ils les ont parce qu'ils sont dans les réseaux. Vous avez des gens dans la rue qui ont des masques. Quand vous les voyez, c'est parce qu'ils sont un réseau, ils sont puissants. Et pourquoi donc doit-on laisser les masques à ceux qui sont puissants et pas aux autres? Deuxièmement, vous voyez bien que ceux qui utilisent les médicaments, et notamment le traitement de Raoult, parce qu'on n'en trouve plus de l'hexachloroquine aujourd'hui sur le marché, ils peuvent l'utiliser de manière très simple. Ils l'utilisent parce qu'ils ont accès à ce traitement. Moi, je descends dans la rue, j'essaie d'en trouver, je ne l'ai pas. Pourquoi ça? C'est pas l'égalité des chances devant la mort, c'est pas l'égalité des chances devant les traitements, devant la maladie. C'est inacceptable. De la même façon, c'est les puissants qui peuvent se faire dépister. Le lambda, lui, il a beaucoup de difficultés à se faire dépister. Et les respirateurs, on va choisir qui va mourir ou pas. Ça veut dire que les personnes qui ont atteint un certain âge, eh bien, on va dire qu'ils ont peu de chances de guérir. Donc, on va mettre tout en œuvre pour les guérir et on va prendre les plus jeunes. Mais c'est quoi ce système aujourd'hui qui contraint les soignants à leur corps défendant à donner ou à retirer la vie? Moi, je trouve que c'est insupportable. Il faut qu'aujourd'hui l'État nous entende parce qu'il y a une carence de l'État et que cette carence se poursuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en qualité de conseiller régional, ma parole est définitivement libre. Et je n'ai plus de réserve liée à mon mandat de l'exécutif. Je n'ai plus de réserve à observer. Donc, à partir de maintenant, je reprends une liberté totale. J'avais déjà une certaine liberté, mais je faisais attention pour ne pas mettre en difficulté la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, et l'exécutif. Je faisais attention à ne pas aller trop loin. Là, aujourd'hui, je dirais les choses telles qu'elles sont. Je suis un homme aujourd'hui debout, combattant, et il faut aujourd'hui que toutes les régions me suivent, et j'appellerai un certain nombre de collègues dans d'autres régions pour que cette action aille de toutes les régions de France. Très bien, donc votre référé sera examiné demain, c'est bien ça? Vendredi 3? Le référé est examiné demain, et quel que soit le résultat du référé, si le juge du tribunal administratif ne sont pas aussi courageux que l'ont été les juges du tribunal administratif de la Guadeloupe, eh bien, nous irons jusqu'au bout. Ça veut dire que nous utiliserons d'autres voies d'action. Les élus vont s'organiser pour porter un combat. Hasard du calendrier, le Conseil d'État examine justement demain, également vendredi 3 avril, l'appel du CHU de Guadeloupe et du ministère de la Santé qui demande l'annulation de l'ordonnance du TA de Basse-Terre qui donnait raison à l'UGTG. Hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça signifie que le tribunal administratif a tenu des attendus extrêmement sévères contre l'inaction du gouvernement. Vous savez que c'est une brèche qu'a ouvert aujourd'hui l'UGTG, les syndicats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette action devait prospérer, tout ce petit monde qui a décidé de sacrifier les Français se retrouveront devant un tribunal pour la mise en danger de la vie d'autrui. Que ce soit un tribunal pour les ministres ou le président de la République ou pour les autres des tribunaux pénaux. Voilà ce que ça veut dire. Alors peut-être que le Conseil d'État confirmera cette décision, je n'en sais rien. J'espère que le Conseil d'État assumera des responsabilités et sera un peu plus courageux parce qu'il a l'air pour l'instant de vouloir se caler sur la méthode du gouvernement. Et d'ailleurs, j'ajoute, et là il faut qu'on l'entende tous, vous savez qu'il y a une porosité entre le Conseil d'État et les membres des cabinets ministériels. C'est-à-dire qu'ils font du pantouflage. Et certains d'entre eux se retrouvent dans des cabinets. Et ça n'est pas acceptable. Il faut qu'à un moment donné, on coupe le cordon ombilical entre une juridiction telle que le Conseil d'État et les cabinets ministériels pour qu'il n'ait pas l'idée de rendre service au lieu d'être au service de la nation. Très bien, en tout cas, on vous sent déterminé là. Hein. Quand on mène un combat, la vie de dizaines de milliers. On vous a perdu. Notre mission, et je peux vous dire que je le ferai, mais il y a un certain nombre d'élus qui m'ont déjà appelé pour me dire qu'ils sont à mes côtés et qu'on pourra construire ensemble une structure, un collectif et après une association. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de porter une voix unique face au gouvernement qui invoque l'union sacrée pour nous faire taire.
L'union sacrée, oui, mais l'union sacrée si le gouvernement agit. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. L'exemple des masques, parlons aujourd'hui. Si le gouvernement ne sait pas faire, bien que le gouvernement laisse faire les collectivités et que nous ne mettons pas des chaînes aux pieds, comme il le fait aujourd'hui, en contingentant notre action. Très bien. C'est aussi un appel que je lance à tous les élus de la Guadeloupe. Tous les élus, j'allais vous poser la question. Du conseiller municipal aux parlementaires. Je leur dis, rejoignez ce collectif parce que nous irons jusqu'au bout. Et nous allons créer les conditions d'obliger le gouvernement à agir. Très bien, merci à vous Patrick Caram d'avoir répondu en direct à nos questions, l'actualité en direct, l'info venait de tomber et donc vous nous avez fait l'amitié de répondre en direct à nos questions pour nous expliquer donc les motifs de votre démission de la vice-présidence du Conseil régional d'Île-de-France. Merci à vous. Merci. On s'en voudrait de passer sous silence cette belle action citoyenne de deux jeunes de Saint-François. L'un est restaurateur, il s'appelle Charles Desvarieux, l'autre est DJ Wheeler de son nom d'artiste. Ils se sont mis en lionnage pour acheter et distribuer des visières de protection pour les personnels soignants. En tout, plus de 800 visières distribuées à des sapeurs-pompiers, mais aussi au personnel soignant du CHU. Le mérité en belle en main. Écoutez William Garcia, alias DJ Wheeler. Il nous raconte comment cette idée a germé, en images. Donc nous avons mis en place une action il y a 3 jours avec un ami qui s'appelle Charles Desvarieux sur la commune de Saint-François, qui m'a appelé donc il y a 3 jours en me disant on ne peut pas rester comme ça dans l'inaction. On constate tous les jours que le personnel soignant manque cruellement de matériel. Donc la structure de la visière est en impression 3D et la visière en support PVC 200 microns, c'est-à-dire que c'est comme des feuilles de reliure. La particularité de ces visières, c'est qu'elles sont réutilisables et elles peuvent se nettoyer avec des produits désinfectants. Donc c'est quelque chose qui était essentiel pour le personnel soignant ici, ils en manquaient cruellement. Donc il y a une première commande qui s'est faite de 450 visières. Sur les 450, 150 ont été bloqués sur la commune de Saint-François, plus précisément au niveau des sapeurs-pompiers. Dotation restante, j'ai publié un statut sur mes réseaux sociaux où je demandais au personnel médical qui était intéressé et sur quel service. On a été agréablement surpris ou non d'ailleurs de voir la détresse du personnel soignant et la réelle demande sur le terrain. Donc suite à ça, j'ai été en contact avec la responsable du service réanimation de nuit qui m'a hier accompagné sur le CHU et m'a emmené sur différents services pour que je puisse remettre en main propre ces différentes visières. Tout ce personnel-là était extrêmement content et ému de recevoir ce don. Parce que je précise que c'est un don, toute cette quantité de visières a été achetée sur les fonds propres, avec aucune aide, c'est une pure action citoyenne. Aujourd'hui même, j'ai créé une cagnotte sur Internet qui va permettre à tout un chacun, particulier ou chef d'entreprise, dans la mesure de ses moyens, de faire un don. Nous avons monté une équipe logistique, donc dès que nous recevrons un maximum de dons, nous pourrons acheter du matériel prioritaire le matériel dont nécessite vraiment le personnel médical, à savoir en priorité des gants, des masques FFP2, du gel hydroalcoolique, des surblouses et des visières. William Garcia, alias DJ Wheeler, donc qui est co-instigateur, on va dire, de cette opération, donc d'achat et de distribution de visières pour les personnels soignants. Co-instigateur, parce que l'autre c'est Charles Desvarieux. Je dirais même que c'est le premier, puisque l'idée est venue de vous, visiblement. Charles Desvarieux, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Fénédé. En tout cas, merci de me recevoir sur votre plateau pour expliquer en fait d'où cette action est arrivée.
et de pouvoir expliquer à la population guadeloupéenne, même métropolitaine ou du monde qui nous regarde, exactement qu'on peut faire de l'action dans l'action. Donc ça, c'est très très important, et je suis très fier de ce qu'on a fait. Et déjà, je tenais à remercier mon ami DJ Wheeler et toute mon équipe qui m'accompagne et qui m'a aidé dans cet événement difficile, parce que c'est un événement difficile pour tout à chacun. Et aujourd'hui, franchement, le bonheur qu'on a pu apporter à des personnes, personnels soignants qui n'avaient rien, qui demandent tout le temps d'avoir du matériel et qui n'en ont pas, qui sont désespérés, eh bien nous on a pu leur apporter ce petit bonheur. Je tiens aussi à dire, comme il l'a dit DJ Wheeler, que c'est une action citoyenne. Je le précise bien, qu'on le sache bien, c'est une action citoyenne de personnes, de citoyens responsables qui se sont dit on va faire une action pour aider les personnels soignants qui en ont besoin, parce qu'ils en ont en masse grand besoin. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché votre volonté d'agir ? Vous savez, je pense que avec tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a pu constater et entendre par rapport au coronavirus, et par rapport à mon ami DJ Wheeler, qui s'est retrouvé dans un problème aussi respiratoire dû au Covid-19, que j'ai dit non, on va pas rester comme ça. Parce que si toi, tu as été comme ça, il y en a beaucoup d'autres encore qui sont dans cette situation. Et il faut agir. Et il faut agir très vite. Et il faut agir en tant que citoyen et intelligemment. Parce que les premières personnes, comme disait le président Macron, qui sont en ligne, eh ben, ce sont les personnels soignants. Ce sont les pompiers. Ce sont les infirmières, les infirmiers, les gens de la réa. Tous ces gens-là sont en première ligne. Et c'est ces gens-là qui doivent avoir du matériel. Parce que ce sont ces gens-là demain, qui seront là pour aller récupérer des personnes, mais avec du matériel. Parce que même chez les pompiers, il y a des volontaires qui ne peuvent même pas venir, parce qu'ils n'ont pas de matériel pour aller faire leurs vacations. Vous imaginez ? Donc des fois, il y a certaines casernes qui se retrouvent avec peut-être 4 pompiers pour faire une vacation, peut-être 5, peut-être 6. Mais c'est très peu pour certaines communes qui vont avoir des gens à récupérer ou d'autres choses, pas que le Covid-19, ou des gens qui ont fait des arrêts cardiaques, ou des feux de campagne, ou pas mal de choses. C'est très peu. Donc il faut donner des moyens. Les moyens, il faut les trouver rapidement. On est dans une situation de guerre, je l'ai toujours dit. Et la guerre, pour la gagner, il faut donner les moyens de gagner une guerre. C'est pour moi, c'est ça. Oui, et donc, comment votre initiative a été accueillie par les personnels soignants ? Mais croyez-moi, franchement, honnêtement, j'en ai des frissons rien que de vous en parler. Les gens pleuraient, les gens étaient contents. Vous pouvez même pas imaginer, vous imaginer dans certaines personnes qui étaient tellement en détresse de se dire on va travailler mais la boule au ventre de ne pas pouvoir soigner quelqu'un ou de ne pas avoir de visière pour pouvoir faire leur travail. Mais c'est énorme ce qui s'est passé. Ce qu'on a fait, c'est hyper énorme. Et moi je vous dis carrément, j'ai eu une infirmière au téléphone libérale, parce que je fais des actions aussi dans ma commune Saint-François. Donc les gens ils le savent. J'ai une infirmière libérale qui est venue pleurer, qui m'a pleuré au téléphone parce que elle me disait mais franchement merci, je ne sais pas comment vous dire merci, vous imaginez même pas ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là. C'est énorme ce qui se passe, c'est énorme ce qui se fait, et c'est pour ça que je vous dis franchement, j'aimerais tellement que les citoyens, que les gens vraiment volontaires, on peut parler, il y en a des volontaires, il y en a beaucoup, il y en a qui sont dans l'action aussi, mais il y en a qui doivent faire encore plus. Il doit faire encore plus d'actions pour qu'on puisse y arriver à sortir de ce problème. Parce que c'est un énorme problème et on peut le faire. Et il y a des gens qui peuvent le faire. Ne vous cachez pas les gens. Sortez, aidez ces personnels soignants. Donnez-leur des visières. Si vous pouvez, donnez-leur tout ce que vous pouvez pour que eux, ils puissent mener ce combat pour nous, pour notre santé. C'est surtout ça le plus important. Et vous attendez d'autres livraisons de visières ? Bien sûr, aujourd'hui normalement je devrais avoir encore une autre livraison de visières pour doter encore du personnel soignant. Donc on en attend aujourd'hui dans l'après-midi.
Donc normalement ça devrait arriver, j'espère très très vite, pour qu'on puisse doter d'autres personnels soignants qui sont aussi en manque aussi de visières. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très important, et aussi pour Saint-François aussi, puisque on a aussi là où je suis, Saint-François, on a aussi des visières qui vont être prêts aussi pour être encore données au personnel soignant aussi, et aussi on a décidé de taper un peu plus fort aussi pour les médecins, pour essayer que les médecins aussi puissent recevoir les gens qui sont malades aussi, ou qui ont envie de voir leur médecin, que les médecins ne restent pas chez eux en se disant je n'ai rien et je ne peux pas vous recevoir. Donc on va aussi taper plus fort pour essayer que les médecins aussi aient du matériel pour recevoir aussi les patients. C'est très très important pour moi et pour mon équipe aussi. Très bien, merci Charles Desvarieux. Donc je voulais aussi rajouter quelque chose. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire monsieur Patrick Caram. Et croyez-moi, honnêtement, je ne sais pas ce que vraiment le gouvernement attend réellement, en fait. On se pose des questions, beaucoup de gens se posent des questions. Parce que quand on regarde bien, moi le matin je me réveille, je me dis qu'est-ce que sera ma vie tout à l'heure? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir des symptômes de Covid-19? Beaucoup de gens ici se posent des questions. Beaucoup de gens se demandent mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sera mon tour demain? Est-ce que ça sera le tour de ma mère? Est-ce que ça sera le tour de ma famille, de mes amis? Je vais perdre mes amis sans agir, sans réagir? Et on attend sur un gouvernement qui joue, en fait, on ne sait pas à quoi, alors que tous les éléments sont là pour eux. Je parle même aussi ici en Guadeloupe, il y a certains qui sont là. Que faites-vous? Que faites-vous? Dites-moi, que faites-vous? Parce que nous, on est là. Nous, citoyens, on est là. Nous, on se dévoue pour quelque chose. Mais vous faites quoi? C'est bien beau de dire, ouais, je parade. Mais nous, on est dans l'action. Voilà, nous, on est dans l'action. Nous, on n'est pas là à regarder, à parader, à dire blablabla. Bla, bla, bla. Nous, on est dans l'action, parce que l'action, c'est tout de suite. La guerre, c'est pas en parlementant. La guerre, c'est en faisant des actions concrètes et directes. Ça, c'est ça, la vie. Parfait. Et là, moi, franchement, là, c'est aussi une colère pour moi. Parce que j'aimerais que ces gens-là réagissent, qu'ils se disent, mais soyez dans la réalité. Moi, je suis pas bureaucrate, je suis dans la rue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir le Covid-19 demain. Donc je suis dans la rue. Donc bougez-vous, venez sur le terrain, vous allez voir, prenez le service des personnels soignants, faites ce qu'ils font et vous allez comprendre. Parce que c'est facile de parler, c'est facile de dire des choses. On est tellement facile à parler, mais quand c'est dans l'action, il n'y a personne. C'est facile de dire quelque chose. Et ça, c'est énervant, parce qu'à un moment donné, c'est pas possible. Nous, on l'a vu, nous, on le voit. Et les gens qui sont dans la rue le voient. Alors ceux qui parlent, ceux qui disent beaucoup de choses, qui sont bien chez eux à boire un thé, un café, bougez-vous. Parce que ces gens-là, les personnels soignants, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Que ce soit en métropole, que ce soit ici ou partout dans le monde, ils en ont besoin. Personnels soignants, pensez à eux. Moi, c'est mon coup de gueule que j'avais à dire aussi, parce que c'est important pour moi. Il fallait que ça sorte. Oui. Et c'est pas normal ce qui se passe. Vous faites bien. Vous faites bien. Croyez-moi, il y en a, ils vont rendre des comptes. Ils vont rendre des comptes. Parce que les gens, ils ont compris. Et ils ont très très bien compris maintenant. Parfait, merci. Voilà, merci. Je remercie toute mon équipe. Je vous remercie vraiment TV de nous avoir reçus. Nous sommes encore dans l'action, nous continuerons l'action. Et grâce à tous les gens qui nous soutiennent, grâce à tous les personnels soignants qui nous soutiennent et tous les gens en Guadeloupe, Saint-François, Sainte-Anne, Gosier, Pointe-à-Pitre, partout dans le monde aussi, nous serons encore là. Et nous vaincrons. Et nous vaincrons parce que nous y croyons, nous citoyens. Nous y croyons. Merci à vous, Charles Desvarieux. On rappelle donc que vous êtes à l'initiative de cette opération de distribution de visières au personnel soignant avec votre ami William Garcia, alias DJ Wheeler. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous expliquer votre démarche en direct sur OTV et EFM RTL. Nous partons au standard donc de notre édition spéciale 32 80 80. Nous avons en ligne Madame Ingrid Lefort. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du syndicat des pharmaciens de la Guadeloupe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le syndicat, les pharmaciens de notre archipel ne sont pas contents. Alors, c'est pas qu'on ne soit pas content, mais c'est on voudrait se protéger. Donc, on n'est pas content pour ça. Déjà, parce qu'on est menacé par certains patients qui désirent avoir des masques et qui pensent qu'on a des masques et qu'on ne veut pas leur délivrer des masques. Donc, déjà, on craint pour notre sécurité.
Et ensuite, c'est vrai que on pourrait dire que nous ne sommes pas contents parce qu'on a de plus en plus de missions et on n'est pas aidé. On devait faire de la vaccination, on a accepté de faire de la vaccination, on doit faire de la délivrance de masques, on n'a pas assez de masques pour tous les professionnels de santé, donc on se fait un peu taper sur les doigts par les professionnels de santé. Moi j'ai beaucoup d'infirmières personnellement qui me disent je comprends pas, on a dit de travailler ensemble et tu ne veux pas me délivrer de masques, mais je n'en ai pas assez pour tous les professionnels de santé. Ensuite, derrière, on a quand même un rôle. On doit faire remonter toutes les statistiques à qui on a délivré tel ou tel masque. Donc, on a du travail supplémentaire. On a des équipes, des préparateurs, des pharmaciens assistants dont il faut gérer le stress, qui ont peur, parce qu'on va au travail à peur au ventre, parce qu'on a peur quand même d'attraper cette pathologie. En fait, il y a pas mal de petites choses pour lesquelles on est quand même un petit peu, effectivement, en colère. Vous n'avez pas le droit d'acheter des masques pour les distribuer aussi? On n'a pas le droit de vendre des masques, ni d'en distribuer gratuitement. Autre qu'à des professionnels de santé, médecins, généralistes et infirmiers. Et donc vous avez publié une lettre des pharmaciens en colère. Il était important pour vous de lister tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Tout à fait. C'est un confrère de la métropole qui a écrit cette lettre et on est solidaires. Puisqu'en fait, effectivement, il y a différents points qu'il mentionne et pour lesquels on est tout à fait d'accord. Visiblement, l'ARS vous impose des procédures que vous avez du mal à comprendre. Lourdes, des procédures qui sont lourdes, parce que derrière, on a un métier pour lesquels moi je suis satisfaite de faire mon métier, mais donc on a des patients qu'on reçoit au comptoir tous les jours, alors qu'on est en plein confinement, qu'il y a une pathologie dont on ne connaît pas la suite. Donc on a des patients en face de nous. Derrière, on doit assurer la distribution de masques aux différents professionnels de santé qui doivent venir avec leur carte d'inscription à leur ordre, leur numéro RPPS. Donc on doit mentionner ça sur un tableau. Pour chaque professionnel de santé, il faut indiquer le nombre de masques délivrés. Donc c'est un lot de 50 masques. Et en plus, il faut qu'on décolle de la boîte de masques que l'on donne une étiquette qu'on colle sur ce papier, donc ce papier, et qu'on envoie tout ça à l'ARS, à la Sécurité sociale et à nos grossistes. Oui. Donc on a quand même déjà pas mal de travail à faire pour qu'en plus derrière la procédure soit aussi lourde. Et en plus, les règles visiblement changent tous les jours. C'est cela. Donc on va être à la 3e dotation. On a déjà eu 2 dotations de masques. La première, c'était pour tous les professionnels de santé et on pouvait déconditionner. La deuxième, c'est pour les médecins et les médecins généralistes et les infirmières. Et il faut donner un lot de 50 masques. Et c'était 10 lots qu'on a reçus. Chaque pharmacie a reçu 10 lots pour les médecins généralistes et les infirmiers. Et la troisième dotation de masques qu'on va avoir, on va recevoir des masques pour 15 professionnels de santé et donc 15 infirmiers et 5 médecins. Voilà, c'est limité à 15 infirmiers et 5 médecins. Et vous nous confirmez que la préfecture a interdit le don de gel par les pharmaciens et les professionnels de santé? Oui, parce qu'ils sont en train de travailler. Par contre, là, ils sont en train de travailler pour pour qu'on reçoive en même temps que la dotation de masques, des gels offerts par la région, le département, et qu'on devra offrir aux professionnels de santé qui viennent réclamer les masques. Donc, c'est-à-dire le médecin généraliste et infirmière. On aura préalablement enregistré, envoyé la liste à l'ARS et donc du coup ils vont nous envoyer les masques et le gel hydroalcoolique. Très bien. Qu'est-ce que vous exigez, qu'est-ce que vous réclamez là, pour que les choses soient plus simples, plus fluides? Un petit peu plus de souplesse dans toutes les procédures. À chaque dotation de masques, on exige et on demande à la directrice de l'ARS de vraiment mentionner que les masques arrivent en pharmacie pour les professionnels de santé, parce qu'on se fait vraiment menacer par les patients qui pensent vraiment qu'on ne peut pas leur distribuer de masques. Donc à chaque fois qu'il y a une dotation de masques, l'ARS va sur les médias et dit c'est bon, les pharmacies auront des masques. Mais c'est pas précisé pour les professionnels de santé. Donc du coup, c'est normal que derrière, les patients ils viennent et ils sont agressifs. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas leur donner des masques.
Bien. Et donc là, si je vais dans ma pharmacie avec l'espoir d'acheter des masques, c'est pas possible. Eh ben, vous n'en aurez pas ni à l'achat, ni gratuitement, vous n'en aurez pas. Pareil que les gels hydroalcooliques, vous n'en aurez pas. Par contre, on fabrique des solutions hydroalcooliques. On a eu l'autorisation de fabriquer des solutions hydroalcooliques. Donc, je pourrais vous vendre 1 litre ou 500 millilitres de solutions hydroalcooliques comme geste pour éviter d'avoir la pathologie, mais je ne pourrais pas vous vendre de masque. Et on sait quand même que le masque est indispensable, notamment pour les gens qui sont Covid positifs. Très bien. Les pharmacies sont censées être des points de signalement pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est ce qui est prévu dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Vous êtes en capacité de mission ? Je n'ai pas entendu la question, pardon. Oui, je vous disais que les pharmacies sont censées jouer un rôle pour le signalement des femmes victimes de violences conjugales. Ça a été annoncé dans l'Hexagone. Vous êtes en capacité de remplir cette mission en Guadeloupe ? Tout à fait. Les pharmacies ont un maillage au niveau du territoire qui est très bien fait. Donc il n'y a pas de souci. On a toujours été très proche de nos patients qui viennent sans problème au comptoir nous relater entre guillemets leur vie. Donc non, on est prêt. Ça, on le fait de toute manière tous les jours, d'écouter nos patients. Donc après, c'est vrai que c'est une procédure. Dès que le patient va arriver, va nous donner un code. Il y aura un code. Donc la patiente ou le patient, bien sûr, qui se sera fait, qui est maltraité, va nous donner un code. Le code c'est masque 19. Dès que la personne nous dit masque 19, on va ou masque Covid-19, on va pouvoir appeler la gendarmerie et transmettre le cas. Et c'est avec plaisir qu'on va jouer ça sans problème. Très bien. Et vous avez une affiche à rendre bien visible par rapport à ça. Tout à fait. Alors, encore une fois, voilà. On met la charrue avant les bœufs, on n'a pas reçu l'affiche. On reçoit les gendarmes qui nous disent « Vous êtes prêts, n'oubliez pas que vous avez ce rôle à jouer ». Nous n'avons toujours pas reçu l'affiche. Très bien. Ah ouais. Comme vous dites, la charrue avant les bœufs. Exact. Parfait. Écoutez, que vous souhaitez ? Du courage ? Du courage, parce que c'est vrai qu'on a tous des familles et qu'on va au combat, mais on est fort et on va s'en sortir. Parfait. Merci à vous, Ingrid Lefort, d'avoir répondu en direct à nos questions. Je rappelle que vous êtes la coprésidente du syndicat des pharmaciens de la Guadeloupe. Merci. Merci à vous. Notre édition spéciale continue sur les antennes d'ETV et EFM RTL. Je rappelle que vous nous écoutez en simultané, c'est d'ailleurs assez chouette ça. Donc en télé et en radio, EFM RTL 96, 101 et 103.2. Donc FM, donc vous avez l'opportunité de nous voir et en même temps de nous écouter si vous êtes en voiture, que vous n'êtes pas confiné, ce qui n'est pas conseillé. Mais bon, si vous êtes en voiture, c'est que j'imagine que vous avez une bonne raison d'être dehors. Mais pas trop souvent quand même. Nous avons le préfet de région, Philippe Gustin, en ligne avec nous. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour monsieur Foundéré, bonjour à toute la Guadeloupe. Merci d'être en direct avec nous et de nous accorder un petit peu de temps. Vous avez entendu les pharmaciens à l'instant ? Non, désolé, j'étais pas sur vos ondes. Très bien. Je vais vous relancer là-dessus tout à l'heure. Déjà, un premier bilan du couvre-feu général, donc en vigueur depuis hier soir dans notre département. Écoutez, ce couvre-feu général, il a été décidé pour plusieurs raisons. D'abord, vous le savez, la semaine dernière, 6 maires m'avaient demandé de prendre un arrêté pour définir des couvre-feux dans leurs communes respectives. Ça concernait à peu près plus de 39% de la population guadeloupéenne. Deuxièmement, nous avons, dans une audioconférence que j'avais avec l'ensemble des maires de Guadeloupe hier, partagé le constat d'un certain relâchement de la population vis-à-vis du confinement. Et en particulier, la reprise d'activités, en particulier nocturnes, qui était contraire en tout cas à cette politique du confinement. Et donc, d'un commun accord, hier, je leur ai proposé d'étendre ce couvre-feu à l'ensemble de la Guadeloupe, et c'est ce qui a été fait, donc couvre-feu entre 20h et 5h du matin depuis hier. Oui. Trop tôt pour faire un premier bilan ? Non, pas trop tôt, parce que dès cette nuit, on a procédé naturellement, les forces de police et de gendarmerie ont procédé au contrôle. On a corroboré ce que nous disaient les élus, c'est-à-dire qu'il y avait des réouvertures, en particulier de bars, de lieux, en tout cas de convivialité, naturellement
naturellement, tout ça va faire l'objet de procédures, y compris de fermetures administratives, qui iront au-delà de la période de confinement. J'insiste vraiment sur l'importance de respecter ce confinement. Nous vous avons transmis à l'ensemble des organes de presse, mais c'est aussi sur le site de la préfecture, une étude très intéressante qui a été faite par l'Institut Pasteur sur la projection de notre crise du coronavirus ici en Guadeloupe, qui montre bien que si nous respectons à la lettre, strictement, à la fois le confinement et les mesures barrières, nous pouvons espérer passer cette vague que nous ne voulons absolument pas avoir de pandémie très importante, avec un effet naturellement aussi sur nos lits de réanimation. Donc si nous nous y mettons tous, je le répète, chacun détient sa part de responsabilité pour freiner cette pandémie et gagner cette bataille contre le virus. Donc j'imagine que les contrôles seront encore plus renforcés. Oui, plus renforcés, et c'est plus facile naturellement quand on a un couvre-feu généralisé. Monsieur le préfet, donc quelles sont les dernières infos? Bon, il est peut-être un petit peu tôt pour avoir quelques éléments sur le point de situation, mais comment les choses... 13h comme d'habitude. Comment les choses évoluent? Quelles sont les dernières infos? Je vous le disais à l'instant, l'étude de l'Institut Pasteur montre que le confinement des 15 premiers jours a plutôt porté ses fruits, mais qu'il faut continuer. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile pour chaque Guadeloupéenne et chaque Guadeloupéen d'accepter l'idée que ce confinement va devoir durer encore 15 jours, voire peut-être encore plus longtemps, et qu'il y a, j'ai pu le constater hier dans la rue, vous l'avez sans doute constaté, j'ai pu le constater aussi dans une grande surface hier où j'ai rencontré des caissières et des caissiers. Voilà, on voit bien que passé ces 15 premiers jours, eh bien, on a l'impression que n'ayant pas développé la maladie, eh bien, on est guéri, on peut recommencer. Non, les 15 jours de confinement, les 15 premiers jours de confinement ne sont pas équivalents à une quatorzaine. On n'est pas dans cette logique-là, et il faut poursuivre cet effort de confinement si on veut avoir des résultats vraiment intéressants en termes de développement de la pandémie. De gel, de masque, jusqu'à quand? Alors le gel, vous avez vu donc l'opération conjointe qui a été faite, qui permet d'avoir du gel, en particulier sur tous les services qui concourent à la continuité, que ce soit les services de soins, les EHPAD. Voilà, on a là eu une très belle opération non pas de gel, mais de solutions hydroalcooliques PI. Sur les masques, là, vous poserez la question aussi à la directrice générale de l'ARS, mais on a eu une nouvelle dotation hier pour, en particulier, la priorité des masques. Vous le savez, ce sont toutes les personnes justement qui concourent aux soins. Donc là-dessus, voilà, les choses avancent normalement. Et puis nous avons un dernier élément qui est important et que nous préparons, c'est l'arrivée du Dixmude. Vous savez, ce porte-hélicoptère, qui va apporter, on l'espère en tout cas, et on espère justement pas avoir à le mobiliser en tant qu'hôpital, mais qui va nous amener beaucoup de matériel et de renforts. Le Dixmude sera là quand ? Alors il part demain, normalement, de Toulon, et il devrait arriver, si tout va bien, le 13 avril. Que les choses soient claires, il aura bien une vocation sanitaire et de soins ? Comme le Premier ministre l'a déclaré, il n'aura pas normalement une vocation sanitaire Covid. Mais il peut avoir une vocation de déchargement des capacités de soins des hôpitaux guadeloupéens, des cliniques guadeloupéennes, pour des malades qui ne sont pas affectés du Covid. D'accord. Donc, mais il aura aussi plein d'autres fonctions, et la fonction principale pour nous, c'est qu'il viendra avec 4 hélicoptères, et ces 4 hélicoptères faciliteront énormément les transferts et les évacuations sanitaires qu'on peut avoir entre Saint-Martin, Saint-Barth et la Guadeloupe continentale, mais aussi entre les dépendances et la Guadeloupe. Ce porte-hélicoptère aura donc avant tout une fonction logistique et sécuritaire en fait. Exactement, mais surtout une logistique très importante, et surtout sur ce volet d'évacuation sanitaire, parce que on est toujours tributaire dans les évacuations sanitaires du peu d'appareils, du peu d'hélicoptères que nous avons, et avec des questions, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur les avions qui font des évassades, qui ne peuvent pas atterrir de nuit. Enfin voilà, on a plein de contraintes qui seront levées avec cette mise à disposition de 4 hélicoptères. Oui, donc une mise à disposition du Dixmude à l'échelle anti-Guyane, donc il faudra se le partager, c'est bien ça, hein ?
Oui, ça sera, mais bon, plutôt sur le volet anti, et ça dépendra. Là aussi, on est tous dans cette logique, on se prépare au pire, c'est normal, c'est cette anticipation, mais on essaye d'éviter d'en arriver là. Et franchement, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à chaque Guadeloupéen de se responsabiliser pour faire en sorte que nous endiguions au maximum l'évolution de cette pandémie. Que vous inspire le nombre de décès que nous avons à déplorer jusqu'ici ? Alors, c'est à la fois en nombre, chaque décès est trop, puisque naturellement je compatis avec toutes les familles qui sont concernées. On a une typologie de décès qui est malheureusement celle que l'on connaît de cette maladie, c'est-à-dire plutôt des personnes qui ont plus de 70 ans et plutôt des personnes qui avaient des signes de comorbidité, donc des fragilités où le virus a été un accélérateur et qui a compliqué la typologie de maladie qu'avaient déjà des personnes qui ont malheureusement décédé. La relation avec nos élus, monsieur le préfet, dans la gestion de cette crise, vous avez parlé tout à l'heure des points réguliers que vous faites avec nos chefs d'exécutif, nos parlementaires. Oui, nous avons eu encore alors on fait tout ça, c'est pas toujours très simple parce qu'on ne se voit pas, mais on se parle comme je le fais avec vous là maintenant dans le cadre de conférences téléphoniques. On en a eu une avant-hier avec les parlementaires et les présidents d'exécutifs, conseil régional et conseil départemental. J'en ai eu hier de nouveau avec les maires. Moi, je dois dire, c'est des réunions qui sont assez longues parce qu'on a pas mal de sujets à évoquer, mais qui se passent vraiment dans les meilleures ambiances, eu égard à l'importance de la crise sanitaire. Et je pense que chacun comprend en tout cas sa part de responsabilité et nous, comme je l'ai dit aux uns et aux autres, nous sommes tous sur le même bateau pour essayer de vaincre et de protéger la Guadeloupe au maximum de cette pandémie. Les dons de masques, de gel, de solutions hydroalcooliques, tout doit être centralisé forcément par la préfecture. C'est ce qui remonte. Alors, ça c'était une demande s'agissant de la première série de gel qui émanait de nos généreux donateurs. Je rappelle que c'est le syndicat des Romiers qui nous a donné la matière première de base, qui était l'alcool médical, et avec comme contrainte et demande qu'il puisse être utilisé pour bénéficier, une fois transformé en gel hydroalcoolique, à l'ensemble de la chaîne concernée par cette crise sanitaire. À la fois le sanitaire naturellement, le sanitaire, le médico-social, enfin voilà. Ils avaient une exigence et ils ont souhaité, et nous avons accepté naturellement, que la logistique soit prise en charge par la préfecture. S'agissant des masques, c'est différent, c'est l'ARS qui centralise l'ensemble des dons de masques avec après à charge pour l'ARS de les répartir entre les établissements de santé qui sont concernés. Ça évite, à mon sens, en particulier qu'on puisse avoir des fuites dans la nature de ces produits-là et que les différents dons arrivent bien à leurs destinataires finaux. On a entendu des commandes sont lancées par les collectivités, régions, départements. Certaines ont été sujettes à quelques critiques. Bon, il faut faire vite. L'important c'est le résultat. Oui, c'est le résultat, mais je l'ai dit aux élus, nous nous inscrivons quand même dans un contrôle de légalité qui est régi aussi par la période d'urgence, de crise. Donc il y a quelques amodiations en particulier à tout ce qui veut être mis en concurrence. Je leur ai dit aux uns et aux autres, je resterai naturellement vigilant. Le contrôle de légalité continue à fonctionner même dans cette période de crise, mais pour autant je serai aussi facilitant et je pense que la principale règle, elle a été entendue, c'est qu'on puisse se parler en amont pour éviter certaines polémiques, voire certains problèmes. Et je rappelle que le contrôle de légalité, il a, comme son nom l'indique, une vocation à faire du contrôle, mais il a aussi une vocation à faire du conseil des élus, et c'est ce que je leur ai rappelé avant-hier en particulier. Oui, les choses sont faites de manière encadrée, il n'y a pas de souci ?
Non, écoutez, à ce stade, les choses tournent. C'est compliqué aujourd'hui, vous l'avez compris. On a un nouvel or blanc qui s'appelle le masque, avec un producteur qui a quasiment monopole sur ce sujet-là. Moi, je souhaite qu'on ait aussi une démarche, et j'en ai échangé avec les élus et ils en étaient d'accord. Et je profite là aussi, et je fais un appel à toutes les bonnes volontés. Il y a ce souhait d'avoir des masques qui rassure, et ça je peux le comprendre. Et pour autant, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un masque chirurgical de chirurgien, voilà. Donc on a la possibilité aussi d'avoir, et c'est déjà le cas en Guadeloupe, de la production de masques qui n'aura pas une fonction chirurgicale, mais c'est pas ce qu'attendent les gens. Ils veulent simplement être protégés selon un cahier des charges qui est maintenant partagé. Et moi, je fais un appel à toutes les couturières, petites entreprises qui seraient prêtes à se lancer dans cette opération de masque pays, parce que nous pouvons d'abord les accompagner, les conseiller, et je pense que ça serait aussi une manière, comme on l'a fait avec le gel, d'avoir des produits pays. Donc vous soutenez ce genre d'initiative et toutes les initiatives en fait ? Moi je soutiens toutes les initiatives parce que dans une crise, il y a souvent le pire, malheureusement de la nature humaine, mais il y a souvent aussi ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire que l'homme est intelligent et qui finit toujours par trouver des solutions et des produits innovants. J'en veux pour preuve là ce qui est en train de se passer dans la filière des fruits et des légumes, avec la mise en place de ces drives, de ces paniers qui sont vendus comme ça aux usagers parce qu'il n'y a plus la possibilité d'écouler la marchandise sur les marchés. Enfin voilà, moi je soutiens toute initiative naturellement qui s'inscrive dans le confinement et dans le respect des gestes barrières, et ça on sait faire. Je parlais du drive à l'instant, et je soutiens naturellement toutes les initiatives qui feront qu'on pourra, malgré ce confinement, malgré cette crise, produire aussi en autosuffisance sur le territoire. Vous savez que ça a toujours été mon credo et je continuerai à le défendre, y compris, et je dirais même encore plus dans la crise. Les choses s'apaisent avec les élus marie-galantais ? Oui, écoutez, je pense qu'on a trouvé... D'abord, vous m'aviez posé la question, je crois, lors de notre dernier entretien, j'ai déféré les arrêtés des 3 maires, parce que j'ai obtenu gain de cause, puisque le président du tribunal administratif a annulé ces 3 arrêtés. Vous le savez, j'avais aussi réquisitionné une compagnie aérienne pour assurer la continuité territoriale. Je pense que le compromis qui a été trouvé entre mon sous-préfet qui me représentait, la région qui, je le rappelle, exerce la compétence de la continuité territoriale avec les dépendances, et puis les trois communes concernées, je pense que cet équilibre, moi, me satisfait, je l'ai validé. Il reste quand même une petite chose qui est à régler, mais je m'en suis entretenu encore hier avec le président Chalus, et je pense qu'on va trouver une solution. C'est que je ne voudrais pas, naturellement, le prix du billet d'avion est largement supérieur au prix du billet de la liaison maritime. Je ne voudrais pas qu'il y ait un caractère discriminant qui ne permette pas à ceux qui doivent justifier, quoi qu'il arrive, des raisons pour lesquelles ils iraient à Marie-Galante ou ils iraient sur la Guadeloupe continentale depuis Marie-Galante. Je rappelle, c'est exactement les mêmes que celles qui régissent les déplacements. Donc un motif impérieux s'agissant du travail, de la famille ou des soins, puisque nous avons, on le voit, essentiellement des gens qui viennent sur la Guadeloupe continentale, en particulier pour suivre des chimiothérapies. Donc moi, je souhaite qu'on puisse avoir un aspect non discriminant du prix, parce que ce serait un petit peu pénalisant pour ceux qui, pour ces raisons impérieuses, doivent se déplacer, doivent aller très fort dans la poche pour trouver le montant du billet. L'appel du CHU et de l'ARS devant le Conseil d'État, appel qui sera examiné, on le rappelle, demain vendredi 3 avril, contre la décision du TA qui donnait raison à l'UGTG. C'était vraiment le moment. Alors moi d'abord, je ne commande pas une action pendante, c'est une règle. Je vous invite simplement
à ne pas lire simplement les déclarations qu'a pu faire l'UGTG ou les reprises par les médias et le titre qui a été pris, parce que vous venez de le reprendre vous aussi à votre compte. Lisez l'ensemble de la décision du tribunal administratif et vous verrez que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ce que vous avez dit. Et puis moi je crois beaucoup en la sagesse du Conseil d'État et on verra ce qui en ressortira. Très bien, merci Monsieur le Préfet Philippe Gustin d'avoir été en direct avec nous, merci. Suite de notre édition spéciale très chargée comme chaque jour avec beaucoup d'invités qui commentent, qui sont là, qui prennent position et donc qui nous aident un peu à comprendre comment cette crise est gérée au quotidien. L'actualité du jour, vous l'avez entendu, on l'a appris donc en direct dans cette édition spéciale. Eh bien, c'est la démission de Patrick Caram, bien connu en Guadeloupe. Patrick Caram, ancien président du CREFOM, qui était vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et qui nous a confirmé donc sa démission de ce poste de vice-président de la région Île-de-France pour retrouver toute sa liberté et être ainsi en capacité d'attaquer l'ARS d'Île-de-France et également l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP. Par rapport aux restrictions donc imposées au Conseil régional d'Île-de-France, notamment pour l'achat de masques et de gel hydroalcoolique, donc restrictions imposées par l'État. Et donc, chose que n'a pas accepté donc le vice-président de la région Île-de-France, qui se fait fort donc de remettre sa démission et donc pour être en totale liberté de mouvement et de parole pour donc intenter cette action en justice, une action en justice qui rappelle évidemment celle donc intentée par l'UGTG en Guadeloupe donc auprès du tribunal administratif de Basse-Terre. Et donc Patrick Caram, vous l'avez entendu, qui invitait les élus guadeloupéens à se joindre à l'appel donc du collectif qu'il entend créer donc pour porter cette voix contestataire donc auprès du gouvernement, en tout cas pour signifier les manquements du gouvernement dans la gestion de cette crise. Nous poursuivons et nous avons donc la sénatrice Victoire Jasmin en ligne avec nous. Bonjour Victoire Jasmin. Oui, bonjour monsieur Thierry Penderé, bonjour à toute la Guadeloupe qui nous écoute. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On fait un petit peu le tour donc entre les parlementaires, les maires aussi, les élus, donc pour sentir un peu les choses et que vous puissiez nous livrer votre analyse de la gestion de cette crise du coronavirus en Guadeloupe. S'il fallait faire un point d'étape alors que nous sommes dans cette 3e semaine de confinement, Victoire Jasmin. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, concernant mon action, je commencerai par cela. Dès le 27 février, j'ai participé à une audition de M. Jérôme Salomon, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, mais beaucoup de personnes l'ont également déjà vu plusieurs fois maintenant, compte tenu de la place qu'il occupe au sein du gouvernement. Eh bien, il y a eu au Sénat une audition, et j'étais la seule ultramarine présente à cette audition le 27 février et j'ai posé le problème de notre territoire et de la Caraïbe de façon singulière parce qu'au moment où cette audition se tenait, les Martiniquais commençaient déjà à interpeller le préfet de leur région concernant les croisières. Donc en Guadeloupe, il n'y avait pas encore de mobilisation. Aujourd'hui, entre-temps, j'ai participé à une réunion à l'ARS qui se tenue avec les différents parlementaires, mais qui était également ouverte à d'autres élus qui ont pris part de façon téléphonique à distance. Et sur place, il y avait quelques parlementaires et le président de région. Donc nous avons posé un certain nombre de questions qui étaient assez complémentaires les unes par rapport aux autres. Et le préfet et la DGARS nous ont donné un certain nombre de réponses. Et
nous n'avions pas la possibilité de vérifier les quantités de masques, de gel et tout ce qui était nécessaire pour les commandes et en fonction des besoins des différents établissements. J'ai personnellement posé la question également par rapport au groupement hospitalier de territoire et j'ai évoqué également la situation de la polyclinique qui continuait justement, alors que le plan blanc était déclenché, continuait toute son activité. Donc là, j'ai été rassuré par les personnes responsables, donc la DGARS et par le préfet, à la fois pour les mesures qui allaient être prises au niveau du gouvernement, au niveau local par l'ARS, au niveau des commandes, au niveau des différentes démarches qui étaient entreprises. Et mes autres collègues et moi-même avons justement fait confiance. Donc c'est seulement après le référé introduit par l'UGTG que j'ai su qu'il y avait probablement pas toutes les commandes telles que c'était préconisé. Donc là, je ne sais pas, la justice suit son cours, donc je ne vais pas revenir sur cet aspect des choses. Concernant aujourd'hui, après les 3 semaines, je me rends compte d'une chose, c'est que si la population, au fur et à mesure, a pris conscience de l'intérêt du confinement, c'est vrai que beaucoup de personnes ne respectaient pas, évidemment, ces mesures qui sont essentielles pour éviter la propagation. Il est aussi important de souligner que les professionnels libéraux ont eu beaucoup de mal à certains moments, certainement appelés justement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de poursuivre leur activité dans des situations conformes. Nous avons également eu des échanges avec, que ce soit l'IGS, avec le préfet, avec la ministre des Outre-mer, et j'ai parlé également des initiatives locales, notamment en termes de confection de masques pour des personnes qui ne seraient pas forcément des professionnels au premier rang à côté des malades, mais pour d'autres, des professionnels qui intervenaient quand même, parce que j'ai mesuré la difficulté qu'il y avait sur l'ensemble de notre territoire et de notre archipel pour protéger à la fois les personnes de certain âge, les professionnels de santé, mais aussi la population. Donc, je suis restée en contact assez souvent avec les uns et les autres, et chaque fois que j'avais des informations, ou bien par WhatsApp ou par SMS, eh bien j'échangeais avec l'un de ces personnes ressources, je dirais, pour le territoire représentant de l'État, parce qu'il faut souligner que c'est une mission régalienne de l'État, et que nous sommes là, moi en tant que législateur, je dois veiller à tout moment que tout se passe de façon conforme. Donc il est vrai que entre ce qui nous est dit et la vraie vie, on voyait bien qu'il y avait un certain décalage dans la mesure où les produits arrivent, les masques arrivent, il y a des initiatives également du président de région et de la présidente du conseil départemental qui sont quand même des apports importants, mais en même temps on entend qu'il en manque. Il en manque et que les personnes qui sont, comme je dis, au premier rang, eh bien, ils n'ont pas la satisfaction et de plus en plus leurs parents ont peur en quelque sorte, ils craignent les contaminations au sein des familles. Donc là je dis que entre ce qui se dit, ce qui nous a été dit directement et la vraie vie, il y a aussi un décalage. Donc moi je souhaiterais vraiment que nous puissions prendre la mesure, parce que quand on voit le nombre de morts qu'il y a un peu partout dans le monde, je pense que nous avons eu à déplorer un certain nombre de morts. Jusqu'à maintenant, ce sont des familles entières qui sont quand même dévastées par ça, parce que aussi nos traditions prennent un coup dans la mesure où nous avons toujours été habitués à être proches des personnes que nous connaissions, de nos parents, de nos amis. J'ai eu une cousine de mon père qui est décédée il y a quelques jours. Nous étions une dizaine, mais la famille elle était beaucoup plus grande. Mais il a fallu faire des choix. Donc tout ça pour vous dire que c'est une maladie et c'est quelque chose qui se propage. Il faut prendre la mesure. Concernant également la décision de monsieur le préfet de faire en sorte que au niveau de toutes les communes qu'il y ait la prise de cette disposition, c'est sûr que j'abonde dans ce sens-là. Parce que je voyais très bien que le soir, il y avait des dérapages. Il fallait évidemment que dans toutes les communes, parce que dans certaines communes, il y a eu le couvre-feu, mais comme il n'y a pas de couvre-feu dans d'autres communes, eh bien, il y avait un report de cette population de personnes qui vivent de façon nocturne sur d'autres communes, et là, ce n'était pas une très bonne chose. D'autant plus qu'il y a cette contamination qui continue quand même. Moi, je crois qu'il faut protéger à la fois tout le monde, mais aussi qu'il y ait une véritable prise de conscience. Nous avons eu, et tous ensemble, et il y a une initiative d'une de mes collègues, Mme Makaya Zeno, qui a mis sur
sur Facebook, effectivement, la nécessité de parler en créole, de faire aussi la langue des signes. Donc là, c'est ce que je déplore jusqu'à maintenant, c'est que tout le monde n'a pas l'information, tout le monde ne peut pas avoir directement les informations. Et ce qu'il y a de bien encore chez nous, c'est la solidarité familiale, mais la solidarité entre les voisins. Et là, je crois que c'est essentiel. Et si la situation n'est pas beaucoup plus catastrophique chez nous, partout sur notre archipel, eh bien, c'est justement parce qu'il y a cette solidarité-là, parce qu'il y a des personnes qui se dévouent, qui essaient de trouver d'autres alternatives pour permettre aux uns et aux autres de se sentir mieux, de partager un certain nombre de choses, un certain nombre d'initiatives. Pour ma part, j'ai une pensée toute particulière pour les agriculteurs et j'ai vraiment souhaité que certains marchés soient ouverts parce qu'il y a effectivement, le préfet vient de le dire, des initiatives de panier et tout, mais il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de là où elles sont, ou à partir des moyens qu'ils disposent, eh bien de communiquer, que ce soit par téléphone, par les différents réseaux existants, mais qui voudraient avoir un marché, même si le marché ne dure pas toute une journée, toute une matinée, mais quelques heures de proximité pour leur permettre bien d'aller et puis permettre aux agriculteurs également de pouvoir vendre leur production. Il est essentiel que nous soyons dans un pays à vocation agricole, que l'agriculture soit aussi mise en avant et qu'on propose, parce que moi je ne peux pas supporter qu'on nous montre des rayons de supermarché vides pour nous faire croire qu'on ne pourra pas manger. Non, on a tout ce qu'il faut partout sur la Guadeloupe et là je voudrais que ce soit mis en avant, que l'action de nos agriculteurs, et j'ai vu M. Célin a fait un courrier pour le maire de Monalo par exemple, qui est ma commune, où pour le moment il n'y a pas eu de réponse et moi je lui ai adressé un courrier. Donc je voudrais qu'il y ait aussi autant d'initiatives pour permettre à tout chacun de s'en sortir, parce que les dégâts seront très lourds au niveau des entreprises, mais au niveau de l'agriculture également. Donc franchement, je souhaite vraiment que les actions soient mises sur ces problématiques-là. Oui, toutes les initiatives sont les bienvenues pour peu qu'elles soient évidemment bien encadrées. Hein. Tout à fait. Et ce fut le cas, j'ai parlé de l'initiative de M. Virasamy et des artisans sur les masques qu'ils font pour les policiers, pour un certain nombre de professionnels. Il m'a dit que certains de mes collègues vont peut-être se faire rétribuer, d'autres pas forcément. Et moi, j'ai fait le choix de donner gratuitement à des professionnels. Il a envoyé des photos de ce qu'il faisait. J'en ai parlé à la ministre des Outre-mer qui a trouvé que c'était des bonnes initiatives et qu'il y avait évidemment des mesures financières qui pourraient être faites sous certaines conditions pour toutes les personnes qui prennent des initiatives innovantes. Donc, moi, je crois vraiment que les initiatives, il y a celle-là, celle de Madame la présidente du conseil départemental également, elle a fait une commande avec les moyens qu'elle avait et avec les réseaux qui pouvaient en tout cas permettre que les masques arrivent. Donc moi je crois que c'est essentiel, le conseil régional, idem. Donc je crois que toutes les initiatives, dès lors qu'elles sont recevables par le conseil, par le contrôle de la légalité, eh bien nous devons vraiment tout faire et tout mettre en œuvre pour protéger les soignants, quel qu'il soit, quelle que soit la place et le rôle qu'ils jouent en ce moment, mais aussi tous les autres professionnels. Mais je voudrais également que nous puissions permettre qu'il y ait des tests de bonne qualité, des tests fiables pour faire un diagnostic sérieux pour la population, ou une certaine tranche de la population, en fonction de ce qui serait retenu, pour que l'activité puisse reprendre en fonction des résultats de ces tests-là, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être contaminées d'autres, même si eux-mêmes ils sont porteurs sains, dit-on. Donc, il y a vraiment des mesures sérieuses à prendre. Je me suis proposé auprès de l'ARS, auprès de la préfecture et sur une plateforme pour être moi-même disponible au cas où on aurait besoin de moi, parce que je suis aussi professionnel de santé. Ah bon, à ce jour, on n'a pas fait appel à moi, donc je suis en confinement. Mais je crois vraiment que la solidarité, la compréhension de chacun fera que nous allons pouvoir nous en sortir et que là, je profite pour justement saluer la mémoire de toutes les personnes qui sont décédées par cette maladie, mais je crois que si nous ne faisons pas attention, et là j'apprécie la démarche de monsieur le préfet pour que à partir de hier soir il y ait le couvre-feu, c'est essentiel également, parce que on ne peut pas continuer à faire comme si on ne comprend pas, alors que des milliers de personnes perdent tous les jours la vie. Quand on voit plus de 400 personnes qui meurent dans un seul pays dans une journée, ça doit nous inquiéter. Donc là, nous ne sommes pas à l'abri et ce serait vraiment dommage que nous ne puissions pas poursuivre dans le bon sens, respecter toutes les
règles d'hygiène et les règles barrières, respecter justement les distances qui sont prévues et prendre la mesure de la situation aujourd'hui chez nous en Guadeloupe. Parce qu'à l'échelle de la Guadeloupe, le nombre de morts, je trouve que c'est déjà quand même trop important. Vous le savez, hein, donc le Conseil d'État va examiner demain vendredi l'appel du CHU et de l'État, hein, du ministère de la Santé, contre la décision du TA suite au référé introduit avec succès par l'UGTG. C'est un mauvais signal, cette affaire. Je ne porterai pas de jugement de valeur. Je suis législateur, certes, mais je ne suis pas avocat. Je laisse la justice continuer son travail. Je souhaite cependant que l'ARS et le CHU aient les éléments de preuve pour prouver de leur bonne foi, pour prouver qu'ils avaient fait les commandes nécessaires. Donc je sais que ce n'est pas toujours évident d'avoir des livraisons dans les délais escomptés, dans la mesure où je vois comment les États-Unis ont pu négocier ce qui devait partir pour la France. Moi, je fus par le passé cadre au CHU et j'ai souvent eu des bons de livraison avec une date et il fallait qu'il y ait de multiples relances pour que les livraisons se passent réellement. Donc là, comme je ne suis pas dans le secret de l'ARS et du CHU concernant les commandes qu'ils auraient faites, donc je préfère que la justice poursuive son travail et puisse rendre son verdict. Dernière question, Victoire Jasmin, vous êtes inquiète pour la sortie de crise, si nous en sortons? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment très inquiète pour plusieurs raisons. Pour des raisons évidemment familiales, je dirais dans toutes les familles, il y aura probablement un mort ou peut-être des morts. Ça, il faut le regretter, mais ce sera, si les mesures prises ne sont pas correctement appliquées, c'est sûr que toutes les familles de la Guadeloupe seront à un certain niveau concernées. La première chose, donc je crains pour cela, pour le nombre de décès à la fin parce que personne ne sait qui sera là demain, et même en fin de journée. La première chose. La deuxième chose, c'est au niveau économique, au niveau de l'agriculture également, et il n'y a pas si longtemps, à une des réunions avec la CPME, je parlais à M. Jean Cassis, comme si c'était prémonitoire, mais je lui disais, il va falloir dans une des réunions que les entreprises s'organisent pour le plan de continuité de leur activité, mais là je parlais surtout en tant que co-rapporteur du rapport sur les risques naturels majeurs. Et là, je sensibilisais déjà, j'ai eu l'occasion d'en parler à d'autres présidents de chambres consulaires. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps et malheureusement, bon, on a eu à faire face à cette épidémie et voire même une pandémie aujourd'hui. Donc je crois qu'à la sortie, une des priorités serait justement qu'au niveau des entreprises et à quel que soit le niveau d'entreprise, même pour les indépendants, qu'ils puissent réfléchir sur ces problématiques-là pour assurer la continuité des activités et la suppléance en cas de difficulté telle que nous connaissons aujourd'hui. La première chose. Et l'autre chose, c'est au niveau purement économique. Parce que nous n'avons pas pour le moment au Sénat de sénateurs à la Commission des affaires économiques. Or, c'est important, ce serait important qu'il y ait un sénateur. Alors moi, depuis que je suis sénatrice, je suis à la Commission des affaires sociales, je fais un travail de fond. Je ne suis pas là comme si j'étais un relayeur. Non, je suis là, je fais un travail de fond. Il y a également la Commission des affaires, les affaires financières, il y a M. Lurel. Et malheureusement, il n'y a pas de sénateur, il n'y a plus en tout cas, aux affaires économiques. Et là, je crois que ce serait essentiel parce que cette commission, ainsi que la commission des lois, travailleront énormément ces jours prochains parce que je suis réellement impliqué dans le travail du Sénat. Donc je participe, par exemple, maintenant, il y a en cours une réunion de mon groupe, une réunion téléphonique. Mais je préférais évidemment répondre à votre invitation parce que vous êtes une des rares télé, radio qui m'invite. Il faut le dire aussi et je tiens à le souligner et c'est vérifiable par la population guadeloupéenne. Donc personnellement, j'ai fait ce choix. J'aurais pu être en contact avec le Sénat en ce moment. Donc je continue à faire le travail et la carence qu'il y a aujourd'hui au niveau du Sénat, c'est que les difficultés économiques ne pourront pas remonter de façon fiable et il n'y aura pas de relais. Et ma collègue, Madame Concone, qui est de la Martinique, qui fait partie de cette commission des affaires économiques, eh bien c'est elle notre relais sur les questions économiques. Et moi, je suis le relais sur les questions qui concernent effectivement le social et la santé et tout ce qu'il y a autour. Mais ça, c'est un vrai problème
Et là, la Guadeloupe aura de vrais problèmes. Alors, le préfet a proposé, il ne l'a pas dit, mais moi, comme j'ai participé à une des réunions il y a 2 jours, d'avancer aussi 2 mois d'avance aux communes, 2 mois d'avance de dotation, pour que les communes puissent payer les petits fournisseurs, en tout cas tous ceux qui sont en attente de règlement de leurs factures. Parce que là aussi c'est un vrai problème et que je tiens à dire, et c'est réel, les communes, en tout cas beaucoup de communes ne payent pas leurs fournisseurs et ne payent pas les sociétés et les entreprises, y compris toutes les entreprises, quelle que soit leur catégorie, ils ne payent pas. Donc il serait intéressant qu'au moment où tout le monde veut rester maire, ou que tout le monde est maire, ou attend son 2e tour, qu'il y ait une véritable prise en compte de ces problèmes-là, parce que c'est ce qui va faire couler la Guadeloupe. C'est ce qui va faire couler la Guadeloupe, parce qu'un fournisseur de fruits et légumes qui fournit à une cantine, ou de quel que soit le type de fourniture, à partir du moment où le service a été fait, il faut que les mandats soient faits. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en grande difficulté à cause des carences de certains maires. D'autre part, je tiens à le dire, et je l'ai dit il y a 2 jours, donc moi je ne fais pas la langue de bois, vous m'avez donné la parole et je vous remercie, et je profite pour dire tout ce que les autres ne veulent pas que je dise, parce que les autres ne me donnent pas la parole, et je profite, M. Pendéré, et je remercie encore M. Boradel et toute l'équipe pour cette proposition que vous me faites aujourd'hui. Je tiens aussi à dire que le SDIS de Guadeloupe, qui parcourt toute la Guadeloupe tous les jours pour tous les problèmes qu'il y a, que ce soit de santé, de sanité, enfin quel que soit le problème, on pense au SDIS. Ils se font caillasser, ils se font humilier. Eh bien, le SDIS n'est pas payé par beaucoup de communes. J'ai dû, il y a quelques mois, faire un courrier pour tous les maires. Certains m'ont répondu pour me dire, moi je suis à jour. Tant mieux. Mais beaucoup de maires ne payent pas le SDIS. Le SDIS est en très grande difficulté. Alors je profite aussi de l'antenne pour dire que après, il y aura tous l'économie. Mais l'économie est à terre à cause de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il faudrait d'abord que ces maires et toutes ces personnes qui passent sans gants, sans masque, donner aux personnes âgées un certain nombre de choses. Moi, j'apprécie, mais je pense qu'il faut protéger ces personnes-là. Mais il faut aussi protéger les entreprises. Et là, je dis que offrir des paniers aux personnes et travailler avec les entreprises locales, c'est très bien aujourd'hui. Mais il faudrait que ce soit tout le temps. On a une chambre d'agriculture, on a des chambres consulaires, on a des personnes ressources, mais c'est pas tout le temps, parce que ce qu'on voit dans les assiettes des enfants, ce qu'on voit comme dessert dans les restaurants scolaires, les différentes actions qui sont faites, y compris par l'ARS, parce que bon, aujourd'hui l'ARS est peut-être décriée, il y a des choses à voir, mais là je laisse là, mais il y a des initiatives qui sont faites régulièrement avec l'IREPS, avec l'ARS, pour que les enfants puissent mieux manger des produits locaux. Il y a des choses qui sont faites avec la DAF. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au quotidien, mais qui ne sont pas forcément appliquées. Alors moi, je profite de l'occasion pour dire que maintenant que nous aurons presque tous les genoux à terre, eh bien, il faudrait comprendre que les bonnes pratiques, ça doit venir de chez nous-mêmes. Ça doit venir de nous-mêmes. Il faut tout remettre d'équerre. Ça doit venir de la valorisation de nos produits au quotidien, et pas parce que maintenant on est en difficulté qu'on pense à ceux qui sont là. Et pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui pense à eux, malheureusement. Victor Jasmin, vous restez avec nous. Je viens de recevoir le point de situation coronavirus de l'ARS et de la préfecture, donc point de situation daté d'aujourd'hui, évidemment. Ce jeudi 2 avril, la Guadeloupe compte 128 cas confirmés de coronavirus. C'est 3 de plus qu'hier. Parmi ces cas confirmés, 22 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe, 15 en réanimation, 7 en médecine, 6 patients sont au CHBT et 3 au centre hospitalier de Marie-Galante, donc Marie-Galante qui n'est pas épargnée. Aujourd'hui, 24 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe. Sur les 128 cas confirmés dans notre archipel, 67 sont des femmes et 61 sont des hommes. Voilà donc pour le dernier point de situation que vient de nous communiquer l'ARS et les services de l'État. Victor Jasmin, il ne faut rien lâcher, plus que jamais, il ne faut rien lâcher. 3 de plus, c'est 3 de trop.
parce que nous aurions pu peut-être éviter tout cela. Alors quand je dis également qu'il y a eu des personnes qui sont parties en croisière, moi je dis que les gens ils sont libres de partir, de faire ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où on a vu qu'il y avait des premiers cas, à partir du moment où les premiers bateaux, on savait très bien ce qui se passait, et c'est grâce aux Martiniquais qu'on a commencé à être interpellés. J'étais encore à Paris, je voyais un petit peu ce que les Martiniquais disaient, ce qu'ils reprochaient. Et bien après, le relais a été pris en Guadeloupe, évidemment, des Guadeloupéens se sont mobilisés plus ou moins. Mais à partir du moment où on l'a su, moi je dis qu'on aurait dû arrêter. Eh bien non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à brader les places, brader le prix, brader les tarifs. C'est inconscient, c'est malveillant, c'est vraiment de la malhonnêteté que de faire partie des personnes qui ont des petits budgets, qui ont sacrifié justement ce qu'ils avaient peut-être encore dans leur porte-monnaie pour aller faire une croisière qu'ils ne pourraient probablement jamais faire, parce que ces personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, eh bien, c'est les petits. Et là, j'ai entendu quelqu'un en parler tout à l'heure, M. Cam, qui parlait des petits et des... Non, eh bien, mais des personnes qui ont les moins de moyens, eh bien, ce sont ces personnes-là qui se sont engouffrées dans la brèche. Ils sont partis pour aller en croisière, pour se faire un petit peu de bonheur, pour découvrir un petit peu la Caraïbe et le monde, probablement. Eh bien, ce qui se passe, ce sont ces personnes-là qui sont victimes ou qui sont les porteurs. Donc, je trouve que là aussi, il y a des vrais freins, des coups de frein à donner. 3 aujourd'hui, 3 de plus, c'est 3 de trop. Parce que ce sont des parents, ce sont des pères, des mères, des femmes, des enfants. On ne peut pas supporter qu'il y ait des cas de plus. Bien au contraire, je salue au passage le travail des soignants, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, et particulièrement ceux qui travaillent dans les laboratoires pour un diagnostic fiable. Pour un diagnostic. Mais il faut faire attention, parce que tout le monde demande des tests, mais tous les tests ne se valent pas. Tous les tests ne se valent pas, certains ne sont pas fiables, et certains ne donnent des faux négatifs. Et pourquoi? Peut-être pas parce que le test lui-même, mais c'est le seul qui n'est pas bon. Donc là, c'est pas la panacée pour le moment. Mais je crois que ça, à un moment donné, je suis très favorable à ce que les tests soient faits pour la population, mais à partir de tests fiables, de réactifs fiables, de réactifs qui donnent vraiment les réponses attendues et les vraies réponses et les très bonnes réponses. Parce que moi, je suis restée suspecte depuis le décès d'une jeune fille de 16 ans qui avait un résultat au départ négatif, mais après on a bien vu qu'elle est décédée à cause du coronavirus. Donc il faut qu'on soit très prudent. Je fais confiance à l'ensemble des professionnels de santé, tous, quels qu'ils soient, parce qu'ils se donnent beaucoup, ils sont sur la brèche, mais je veux vraiment attirer l'attention parce qu'un meurt de plus, 2 morts de plus, 3 morts de plus, c'est toujours des familles, ce sont des personnes qui ne sont plus là, et c'est une détresse compte tenu aussi de la situation dans laquelle les gens se contaminent et meurent. Donc on ne doit pas continuer à laisser faire de n'importe quelle manière. Bien. Merci à vous, Victoire Jasmin, sénatrice Victoire Jasmin, pour cette intervention. Merci de m'avoir donné la parole et merci à toute votre équipe. Merci. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci à vous. Écoutez, dans cette période de confinement, on peut aussi découvrir des choses. On peut également suggérer à nos enfants d'aller consulter. Pas forcément les sites de jeux vidéo, mais également de faire un peu de culture. Et c'est ainsi que le conseil départemental, durant cette période de confinement, propose tout simplement des actions outre les actions de solidarité, d'avoir un accès libre pour tous à l'ensemble des contenus de sa médiathèque numérique. Alors que l'on soit enfant, adolescent, adulte, senior, on peut trouver des ressources autour de ces centres d'intérêt pour se divertir et également pour découvrir. Donc nous aurons d'ici quelques instants Madame Evelyne Saha. Mais d'abord, nous avons une auditrice. Tout se passe en direct, évidemment, au 32 80 80. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis madame Deloy. Vous êtes la bienvenue. Madame Deloy, Rose-Hélène de la Martinique. Oui. Présidente de l'association Panne pour Action Légitime Martinique. Très bien. J'ai 80 ans et je traite tous les dossiers des États, de l'État pour le peuple martiniquais dans la globalité ainsi que les Guadeloupéens et les Guyanais. De ce fait,
Et c'est moi qui a soulevé l'histoire des impôts. Hein. Alors, et l'indivision des maisons, il y a beaucoup ça en Martinique et en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, je vous parle sur ce qui va dans ce pays. Moi, je ne comprends pas qu'on a découvert quelque chose de la Chine, en parlant de la Chine, première puissance mondiale, l'Extrême-Orient. Allô? 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 Oui, allez-y, madame. Oui, alors je dis l'Extrême-Orient, première puissance mondiale. Comment se fait-il que ça a été... On vous a perdu. Oui, vous êtes toujours là? Comment se fait-il qu'on a découvert ce microbe chez ces gens-là? On n'en parle pas, on ne les attaque pas, et tout le monde est pourri avec ça. Alors moi, étant quand même chrétienne, je pense que selon ma Bible, c'est une prophétie de la Bible. C'est l'Apocalypse, Ézéchiel, Ésaïe, le roi Nebuchadnezzar et voilà, M. Tron et le reste qui sont là en train de se bouffer la tête. Mais qui paie? C'est les petits malheureux. Et je demande aux politiciens de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de se mettre tous ensemble une fois pour toutes pour faire valider nos droits vis-à-vis de la France. Parce que vous ne pouvez pas me dire que mon mari dialyse 3 fois par semaine, on ne peut pas lui donner protection pour son nez. Il n'y a pas de gants, il n'y a rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, je pense que, messieurs, l'intelligence de l'homme, c'est un don de Dieu, dignité et respect. Mais l'instruction, ça s'achète. Mettons-nous ensemble, que Guadeloupéens, que Martiniquais, que Guyanais, pour se battre contre une catégorie de personnes qui nous prend pour des chiens confinés. Je vous remercie de votre gentillesse et de votre compréhension. Je vous dis, j'ai 80 ans, mais je suis en colère parce que j'ai des enfants à Paris, j'ai des enfants au Canada, j'ai des enfants en Guyane, j'ai des enfants en Chine. Alors, je ne sais pas. J'ai de leurs nouvelles, mais je ne les vois pas. Et à cet âge-là, étant l'âge où je suis, je me bats pour mon peuple, comme je dis. Pas de politique, pas de religion, pas de couleur de peau, mais il faut qu'on se bat pour qu'une catégorie de personnes puisse nous respecter dans ce pays. Je vous remercie d'avance. Merci beaucoup madame, et on en profite pour saluer nos téléspectateurs de Martinique, puisque ETV est également diffusé en Martinique, et donc merci madame pour votre appel, pour votre témoignage et vos commentaires. Oui, c'est vrai que si les Antilles-Guyane faisaient davantage corps, peut-être que nous pèserions beaucoup plus auprès des instances nationales, auprès de l'État, auprès du gouvernement. Mais ça, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Mais bon, qui sait, peut-être que à la faveur de cette crise, eh bien que des solidarités autres pourront naître. Nous avons cette fois Evelyne Saha, directrice de la bibliothèque départementale, en ligne avec nous. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur Condéré. Alors il y a quelque chose de très intéressant pour ceux qui sont férus de culture, c'est que vous ouvrez la médiathèque numérique de la bibliothèque départementale, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Nous offrons donc à l'ensemble des habitants de la Guadeloupe. Allô? Je vous écoute, allez-y. Oui, voilà. Donc je disais que la médiathèque numérique est donc la seule ressource que nous pouvons actuellement offrir à l'ensemble des habitants de la Guadeloupe. Auparavant, elle était déjà disponible, mais il fallait aller s'inscrire à la bibliothèque pour pouvoir en bénéficier dans les bibliothèques de proximité, les bibliothèques municipales, les médiathèques municipales. Compte tenu de la crise que nous vivons actuellement et de cette période de confinement où nous ne pouvons plus avoir la liberté de circuler de la même façon, que peuvent faire les bibliothèques? Puisqu'elles sont fermées, puisque plus personne n'y a accès. Donc l'idée, c'était d'ouvrir largement les ressources que nous proposons en ligne à l'ensemble de la population. Donc désormais, depuis hier, et ce n'est pas un poisson d'avril, tout le monde peut se rendre sur le site de la médiathèque numérique et profiter de ces ressources qui sont offertes en libre accès
à tout un chacun. Alors, sur cette bibliothèque, sur cette médiathèque numérique, vous avez bien sûr, vous avez parlé de culture, de distraction, mais on retrouve aussi beaucoup de ressources autour des apprentissages, du soutien scolaire, apprentissage de langue, le code de la route par exemple. Donc un certain panel de ressources qui sont offertes et dont tout un chacun peut profiter individuellement et à son rythme, puisque cette bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc c'est un fonds documentaire conséquent. Tout le monde peut y trouver son compte. Tout le monde peut y trouver son compte. On y retrouve donc un contenu très très varié. Je vous ai parlé du soutien scolaire. Donc tous les collégiens qui sont actuellement confinés chez eux avec les parents peuvent aussi travailler individuellement. On retrouve aussi des ressources qui concernent le cinéma. Donc j'avais aussi la possibilité de regarder des films, de regarder des films récents en plus. Par exemple, si on regarde ce qui se passe actuellement, on a pu avoir accès à tous les films primés au César 2020. Donc là, c'est en ligne directement. Vous pouvez avoir des podcasts. Vous pouvez aussi télécharger vos vidéos sur vos tablettes et puis les regarder par la suite. Donc il y a tout un panel de ressources et de possibilités que vous avez pour pouvoir utiliser la médiathèque numérique. En dehors du cinéma, vous avez aussi de la musique. Nous avons un abonnement donc à la Cité de la musique et là vous pouvez avoir accès à des concerts, à des leçons de musique en direct. Vous avez accès à des livres en ligne, bien sûr, des livres électroniques, et puis de la bande dessinée. N'oublions pas que nous sommes en 2020, donc c'est l'année de la BD. Et puis, nous avons une ressource qui permet de consulter donc tout ce type d'ouvrage en ligne. Et bien sûr, nous avons aussi pour nous informer la presse qui est disponible. Accès libre, donc depuis hier et jusqu'au 31 mai, c'est ça ? Voilà, jusqu'au 31 mai, puisque le confinement, voilà, on pense qu'il va durer au moins pendant tout le mois d'avril. Si cela dure au-delà, donc les gens pourront quand même continuer à s'inscrire et bénéficier de ces ressources en ligne. Cependant, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? C'est qu'il faudra qu'ils aillent dans leur bibliothèque de proximité, voilà, la bibliothèque de leur commune, pour pouvoir continuer à profiter de ces ressources. Donc ils feront leur inscription directement à la bibliothèque de leur commune et là ils vont pouvoir continuer à profiter de ces ressources. Parce que cette bibliothèque elle est en place déjà depuis 2018 et voilà, l'accès, je vous l'ai dit, se faisait par le biais des bibliothèques municipales. Là nous ouvrons l'accès à tout un chacun. C'est géré directement par nous puisque les bibliothécaires ne peuvent plus accéder à leur lieu de travail. Mais bon, voilà, ça va durer un temps et ensuite, il faudra que les gens retournent à leur bibliothèque municipale pour pouvoir s'inscrire directement. Alors, je voudrais quand même signaler que c'est une initiative qui s'est mise en place depuis hier, et que nous avons déjà quand même 265 personnes qui se sont inscrites en 24 heures. Donc je vous encourage tout le monde à profiter de cette offre, par ces temps où nous ne pouvons pas sortir, mais nous pouvons nous évader autrement, tout en restant chez nous. Oui, on peut se cultiver, on peut apprendre, développer ses connaissances, oui. Et puis rester en sécurité chez soi, tout en élargissant ses horizons. Oui, c'est une belle alternative à Netflix aussi. Voilà, c'est aussi une alternative à Netflix. Je reviens sur le soutien scolaire en fait. Il y a bien sûr les cours qui sont proposés par les institutions officielles, par l'éducation nationale.
Mais là, donc, en plus de ce soutien scolaire, il est différent parce que ce ne sont pas les professeurs ne sont pas là avec les élèves, ce ne sont pas des cours qui sont délivrés, mais ça permet de compléter cet apport qui est donné par l'Éducation nationale et ça permet d'acquérir des connaissances aussi autrement. Voilà. Très bien. Aussi bien que par la ressource en film, en vidéo, vous avez des films documentaires, des films de fiction pour tous les âges. Les très jeunes enfants peuvent aussi bénéficier d'histoires qui sont racontées en ligne. Voilà. Et le travail que nous faisons en plus, c'est qu'il y a tout un panel de ressources actuellement qui sont offertes gratuitement. Donc on en retrouve, il y a une avalanche de ressources qui sont ouvertes sur Internet par les éditeurs, par les institutions. Et nous en sélectionnons quelques-unes que nous regroupons sur cette médiathèque numérique, de façon à ce que les gens ne soient pas absolument noyés sous cette avalanche d'informations qui arrivent de partout. Et du coup, cette sélection qui est faite permet d'aller directement retrouver ces ressources qui sont mises en ligne par d'autres éditeurs, d'autres fournisseurs. Par exemple, je pense que vous avez entendu parler des musées qui ouvrent leur collection, de l'Opéra de Paris qui met en accès libre des concerts et des spectacles. Donc toutes ces informations sont rassemblées sur notre site, en tout cas une sélection, et on peut les retrouver directement de là et ne pas être complètement submergé par ce flot de ressources qui sont ouvertes, quoi. Parfait. Merci à vous, Evelyne. Je voulais juste compléter mon propos. Je vous en prie. Signalant que le conseil départemental gère deux bibliothèques que sont la bibliothèque départementale et la médiathèque Caraïbe. Mm-hmm. Donc la médiathèque numérique, elle ouvre les ressources en ligne, mais il ne faut pas oublier que la médiathèque Caraïbe propose aussi des ressources en ligne et on retrouve énormément de ressources autour de la Caraïbe, puisque le cœur de l'action de cette médiathèque, c'est autour de la région Caraïbe. Donc on retrouve aussi énormément de ressources autour de la médiathèque Caraïbe. Toutes les conférences, le fonds de collecte de la médiathèque numérique qui est accessible aussi en ligne, la collecte des traditions orales, des traditions musicales et dansées de la Guadeloupe, toutes les publications, les dossiers, les articles, les conférences audio, les interviews, tout cela se retrouve aussi sur le site de la médiathèque Caraïbe Bettino Lara. Merci à vous, Evelyne Saha. Merci beaucoup. Nous sommes obligés d'interrompre. Je rappelle que vous êtes la directrice de la bibliothèque départementale, et qui ouvre sa médiathèque numérique à tous depuis hier et jusqu'au 31 mai prochain. Voilà, nous allons, avant de conclure cette édition spéciale, comme nous l'avions prévu d'ailleurs, passer un petit coup de fil et prendre la direction de la commune de Déhay, où nous attend le maire de la commune, Jeannie Marc, puisque nous prenons des nouvelles chaque jour au plus près de chez vous. Nous étions à Saint-François il y a quelques jours, et bien là nous prenons la direction de Déhay. Jeannie Marc, bonjour. Oui, bonjour M. Fandele, bonjour aux téléspectateurs de TV. Soyez la bienvenue sur nos antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe en radio. Cette gestion de crise coronavirus, Jeannie Marc, dans votre commune de Déhay, comment ça se passe? Ça se passe, je crois, un peu comme partout en Guadeloupe. C'est vrai que nous ne nous attendions pas à une telle catastrophe à ce moment précis. Mais avec la bonne volonté de tout un chacun, nous arrivons plus ou moins à gérer la situation. L'impact pour une commune touristique comme la vôtre, il est terrible. Non, on ne parle même pas de tourisme. Moi, je parle surtout de vie humaine et de santé, de sécurité de la population.
Après, on verra pour l'impact économique, parce que là aussi c'est important, mais dans l'immédiat, c'est surtout le message que je fais passer, c'est de dire aux gens de se protéger. Et en se protégeant, on protège aussi les autres, parce nous devons tous nous sentir responsables pour éviter que cette pandémie ne continue à semer la désolation dans les familles et puis la terreur aussi. La discipline est de mise à ADR ou la discipline est de mise à ADR ou bien le couvre-feu général est bienvenu? Comme je l'ai dit hier, ADR n'a pas trop de problèmes de non-respect, quoique depuis le début de la mise en œuvre, il y a eu plus d'une 60aine de contraventions, puisque ce qu'il y avait de plus important, c'est que les gens ne respectent pas, par exemple, le bain en mer. Donc il a fallu que les hélicoptères sillonnent le littoral pour que les gens comprennent que qu'il est interdit d'y aller. Bon, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui se baigne que ça pose problème, c'est que quand les autres verront qu'un se baigne, les autres iront aussi. Et après, les distances ne sont pas respectées. Donc, au niveau des baignades et puis au niveau des gens qui circulent, qui n'ont pas toujours leurs autorisations. Mais j'ai fait encore le point hier au soir et ce matin avec la gendarmerie et la police. Le matin, les gens respectent. Les commerces, notamment la pharmacie, ils ont mis en place les limites à ne pas dépasser pour pouvoir se faire servir. Et puis, les gens respectent. La seule petite chose qu'on a remarqué quand même, c'est que ceux qui vont au sport vont parfois à deux et ils marchent de concert. Donc, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que même s'ils vont faire le sport à deux, mais il faut respecter la distance réglementaire entre les deux qui circulent. Mais en gros, la population respecte à tel point que, on a pris un arrêté pour fermer les commerces à 19h et on s'est rendu compte que pratiquement tous les commerces sont fermés à 14h. Voilà. Dans l'ensemble, par les habitants, c'est respecté. Moi, comme je l'ai dit hier au préfet, mon seul souci, c'est la porte d'entrée que constitue des haies par rapport à la baie et au plaisancier, dont on ne sait pas toujours d'où ils proviennent, ni quelle est leur destination. Et on ne peut pas mettre une personne debout sur le quai pour refouler. Le travail se fait quand même avec la gendarmerie qui vient et qui rappelle à l'ordre, mais c'est prévu que je pense que même les gens qui descendent de l'avion doivent rester en quatorzaine avant de pouvoir circuler au niveau du territoire. Et là, qu'ils restent sur leur bateau en fait. Normalement, ils devraient rester sur leur bateau. Donc nous, on a pris un arrêté interdisant le mouillage, l'accostage des navires et le débarquement des passagers. Nous l'avons pris l'arrêté, mais vous comprenez bien qu'avec le personnel que j'ai à disposition, on ne peut pas faire respecter totalement cet arrêté. Mais au moins, comme c'est écrit en anglais et en français, quand les gens débarquent, c'est affiché, donc ils lisent et puis mais on n'a pas les moyens de pouvoir contrôler. On a constaté aujourd'hui qu'il y avait quand même 2 bateaux de moins dans la baie, mais bien souvent, le soir, les bateaux arrivent et ils repartent le lendemain dans la matinée. Oui. Et donc, aucun moyen pour vous de contrôler, d'être là tout le temps, de verbaliser. Exactement. Et c'est vrai que je dis que je profite de l'occasion pour féliciter la population qui respecte les règles, parce que en général, les gens respectent les règles. On verra comment ça va se passer d'ici demain avec le paiement des minima sociaux, parce qu'on n'a pas de bureau de poste actuellement, parce que le bureau de poste est en réparation. Donc, certaines personnes seront obligées de se donner à Sainte-Rose ou à Pointe-Noire. Et je ne sais pas si les règles seront bien respectées. En tout cas, je profite de l'occasion pour dire aux gens de prendre des précautions d'usage en utilisant les distributeurs. Nous avons mis au sol, comme on l'avait fait pour les élections, des limites à ne pas dépasser pour au moins respecter la distance de mètre. On espère que tout se passera bien et que ce ne sera pas l'occasion pour les gens de ramasser le microbe et pouvoir aller le propager par la suite. Très bien. Une dernière question, Jeannie Marc.
comment s'organise le soutien aux personnes qui en ont le plus besoin à DEA? Comment s'organise la solidarité? Alors, la solidarité s'organise. Je dis que quand nous avons fait le point à la fin de la première semaine, nous avons été étonnés de constater que pour les gens, il n'y avait pas de problème particulier, puisque, je le dis souvent, la solidarité guadeloupéenne, mais surtout ADS, ça marche. Les personnes de certain âge nous disent que leurs enfants viennent leur déposer des courses. Ils se parlent à travers la porte ou la fenêtre. Pour l'instant, il ne leur manquait rien du tout. Tout se passait bien. Nous avions pour habitude de desservir environ une quarantaine de pensionnaires qui achètent le repas à la caisse des écoles. Ce service-là, nous avons continué à le faire, à l'assurer. Donc, il y a une quarantaine de rationnaires. Et puis, au niveau du CECAS, le public habituel du CECAS est contacté par le service, par la directrice qui effectue un travail très intéressant et très important avec le personnel. Donc, nous avons maintenant ouvert le registre qui permet de savoir à tout moment quelle est la situation de certaines personnes que nous interrogeons. Et nous avons élaboré la liste par rapport à la demande formulée par le conseil régional pour l'aide aux personnes de plus de 80 ans et qui seraient en situation difficile. Donc nous avons organisé déjà cette liste et normalement, il nous a été dit aujourd'hui que la livraison se fera demain matin. À 8h, et donc le Centre communal d'action sociale, les membres du conseil d'administration et le personnel, avec le service technique, sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir procéder à la distribution en mettant en place toutes les consignes de sécurité habituelles pour faire en sorte que notre présence auprès des aînés ne puisse pas laisser de traces, voilà, puisque personne ne sait qui est malade, qui n'est pas malade, qui est porteur, qui n'est pas porteur. Et donc, il faut faire ce travail-là et on va leur donner aussi les consignes à respecter quand ils vont recevoir les produits, laver, etc., pour que tout se passe au mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas une situation facile à vivre. Nous-mêmes, il nous manque des masques. On a dû puiser dans ce que nous avions au niveau de la cantine pour le personnel de la cuisine centrale. Et on nous a promis une livraison pour mercredi, donc on espère que d'ici mercredi, tout se passera bien et que nous pourrons disposer de suffisamment de masques demain pour pouvoir procéder à la distribution. Merci à vous, Jeannie Marc, de nous avoir fait l'amitié d'être en direct sur ETV et EFM RTL. On en profite pour saluer tous les habitants de DEA et de la Côte-sous-le-Vent. Et donc, nous vous remercions pour le travail que vous faites d'information et de contact avec la population, parce que c'est vrai que rester confiné quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas toujours évident. Mais je félicite ceux qui respectent les consignes et qui ont conscience que nous pouvons freiner le développement de cette pandémie. Merci à vous, Jeannie Marc, maire de DEA. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui encore dans cette édition spéciale. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la présenter, à la préparer. Passez une bonne fin de journée à l'écoute des programmes de TV et de FM RTL Radio.